Et bonsoir tout le monde, on est de retour pour Parole d'honneur. On va continuer l'émission en parlant ce soir de la Palestine et plus spécifiquement du rôle des Juifs anticolonialistes. Donc je suis entouré de Juifs ce soir, ça fait plaisir. Et de Samir. Alors je vais présenter tout le monde. Il y a eu quelques changements. Comment? Oui, mais je vais faire après, t'inquiète pas, c'est calculé. Il y a eu quelques changements dans les invitations. On a tout d'abord Benjamin Ange, membre de Salut. Tzedek et de la France Insoumise, Militant France Insoumise aussi, ouais. malgré l'antisémitisme de Mélenchon. Bah, effectivement, il paraît qu'il n'y a pas de juifs à la France Insoumise, mais donc je me pose des questions tous les jours. Je ne sais pas si je suis FI ou juif. On en reparlera parce que je trouve ça suspect. On a ensuite Nathan, membre de Tzedek, c'est tout. Oublie pas ton micro. Ouais, c'est ça. Ensuite, Jonathan Ruff. On a Bonsoir, l'habitude, membre de Tzedek. T'es encore membre de l'UJFP? Oui, absolument. Tout à fait. Membre du Red Star, membre de plein de choses. Ça, adhérent à la tribune, uniquement. Ensuite, on a monsieur Samir Bousnina, militant décolonial. Colonial, ouais. Ça va? Très bien, et toi? C'était bien l'émission d'avant? Ouais, c'était pas mal, franchement, Mariam, C'est bon, elle me remplace? Elle a grave géré, c'est bon, tu sautes. Ça y est? Ah, tu sautes direct, frère. Fais chier, fais Ah. chier. On va continuer avec, j'ai oublié, excuse-moi, j'ai Maxime, non, Maxime, membre de If Not Now. C'est ça. J'ai un peu du mal avec l'anglais. Qui est un groupe américain de juifs décoloniaux, c'est ça à peu près? Tu peux le présenter rapidement? Pas Il y a Jamel qui est pas d'accord. Anti-apartheid. Anti-apartheid? Pas ouvertement antisioniste. D'accord. Il y a pas mal d'antisionistes dans le mouvement, mais c'est plus. Ouais, c'est vraiment anti-apartheid la ligne. Et tu as vécu aux États-Unis, c'est ça? J'ai vécu cette année aux États-Unis. D'accord. Et j'y retourne à plus long terme très bientôt. D'accord. Et membre de Tzedek aussi, du coup. D'accord. Ça fait longtemps que vous êtes à Tzedek? Ça fait. Parce que c'est la première fois qu'on se voit, non? C'est deuxième fois. Deuxième Mais fois. tu m'as oublié, apparemment. Je t'ai Désolé. pas. Mais t'étais J'ai venu pas au fait une studio? grosse impression. Attends, t'étais venu au studio? J'étais venu au studio, ouais. Ouais, je me rappelle. Quelle émission? Alors, ensuite, on va continuer. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Daniel. Voilà, Daniel, Bravo. membre de l'UJFP, membre de Tzedek, membre de BDS, membre d'un syndicat, je sais plus lequel, ou un truc comme ça. Ouais, je suis aussi syndicaliste enseignant à la FSU Ouais. et dans une tendance qui s'appelle émancipation en sens. D'accord. Eh ben, écoutez, on va tous parler ensemble. Malheureusement, Simon et Michel ont dû décommander ce soir. Ils s'en excusent. C'est pas grave, on va discuter entre nous. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi, pour vous, c'est important en tant que militant juif, mais pas seulement, aussi en tant que militant antiraciste, militant des coloniaux, de faire entendre une parole juive sur ce qui se passe actuellement. Ouais. En fait, c'est même fondamental parce que il y a plusieurs sujets là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a l'antiracisme qui est la lutte décoloniale qui est liée qui est liée à l'antisionisme. Et l'antisionisme, en fait, s'est approprié le judaïsme pour revendiquer ce projet-là. Et aujourd'hui, quand on est tout simplement de gauche et qu'on est décolonial et antiraciste et qu'on est juif, on se retrouve devant une sorte de dilemme un peu, parce qu'il y a beaucoup d'affect là-dedans quand on est juif et qu'on est, par exemple comme moi, d'une famille sioniste, enfin vraiment à 100% de ma famille est sioniste, et donc, enfin 99% du coup, et du coup, enfin c'est très compliqué du coup de rentrer dans cette lutte-là parce qu'on a l'impression un peu de trahir notre éducation, notre culture. Mais et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une voix juive antisioniste, parce que pour toutes ces personnes qui se demandent si, en fin de compte, être antisioniste, c'est pas être antisémite, tout simplement parce que cet amalgame-là a été fait depuis de la création d'Israël, pour permettre à ces personnes-là de rentrer dans la lutte antisioniste, même s'ils sont juifs et même si leur famille est sioniste. Ouais, c'est aussi Voilà. de montrer l'exemple, de montrer que c'est possible. Exactement. D'accord. Ouais. Nathan? Bah, toujours dans cette quête d'exemple, je sais que quand on porte une parole juive publique,
Moi, par exemple, sur TikTok, je me suis exprimé et en DM, j'ai reçu plusieurs juifs qui ont partagé mon point de vue, mais qui, dans leur sphère familiale, c'est un peu compliqué, avec leurs proches aussi. Ils sont encore en pleine hésitation, c'est pas non plus des antisionistes revendiqués, mais ils partagent plusieurs analyses, et c'est donc déjà ça. Et aussi, être juif antisioniste, ça permet aussi de délier cet amalgame qu'on fait entre Israël et les juifs. Ça permet de montrer, enfin, cet amalgame entre juifs et sionistes, ça nie toute une histoire des juifs qui sont battus contre l'antisionisme. Et le rappeler actuellement, ça fait toujours se rappeler la réalité qu'il y a toujours eu un courant parmi les juifs qui étaient antisionistes. Ce que tu expliques par rapport au DM que tu reçois, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui disent qu'ils partagent votre position, mais qui ne peuvent pas l'assumer dans leur quotidien. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, dans la sphère familiale, quand tu es juif antisioniste, c'est assez compliqué. Enfin, c'est très conflictuel. Et certains DM sont venus pour me demander des conseils, comment on aborde ça avec la famille. Et donc, voilà, c'est toujours positif d'avoir une parole publique. Ils se sentent moins seuls. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Nathan, parce que pour le reste, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que moi, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir une famille d'avoir un père qui est complètement antisioniste et qui m'a transmis une espèce d'héritage politique antiraciste et antifasciste qui est directement lié à ma judaïté, pas au judaïsme pour le coup, mais plutôt à la judaïté. Et la différence que tu fais. en fait, pour moi, c'est qu'on peut être juif aussi sans être religieux. Ça, c'est quelque chose qu'on dit régulièrement dans les émissions, mais il faut quand même le rappeler parce que on peut être juif de différentes manières. Et il faut quand même savoir que parmi les juifs qui ont été exterminés pendant la Seconde Guerre mondiale, certains ne pratiquaient pas, certains mangeaient du porc, revendiquaient quand même leur judéité d'un point de vue culturel, parce que voilà, on peut fêter Hanouka sans forcément être croyant. Mais en fait, moi, si je distingue la judéité du judaïsme, c'est que être juif, c'est pas seulement une religion, à mes yeux, en tout cas. Et même pour je veux dire, même tout le processus de l'antisémitisme, ça a été de racialiser les juifs, au final, Absolument. dépendamment de leur. Et la racialisation, exactement, la racialisation n'est pas seulement du fait religieux, d'une part. De l'autre, si vous vous appelez Cohen ou Lévi sur des générations, en fait, que vous soyez croyant ou pas, ou même si sur 3 ou 4 générations, vous êtes issu d'un métissage avec les Blancs, vous allez rester juif, en fait, aux yeux d'un antisémite. Et je pense que, pour en revenir au sujet initial et rebondir sur ce que disait Nathan, nous, on est assez impressionnés par le nombre de messages qu'on reçoit de juifs et de juifs qui se posent qui se posent des questions en ce moment. Certains sont complètement sur notre ligne et en fait décident de s'engager ou de nous rejoindre, ou en tout cas ont entrepris des démarches pour nous rejoindre, parce que je pense que ça a été un petit peu une espèce de goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui donne envie à des juifs et des juifs de s'impliquer. D'autres ont tout simplement envie de nous rencontrer et de parler parce qu'on sent qu'il y a une conflictualité qui peut être d'ordre familial, d'ordre communautaire ou parfois d'ordre religieux. Et du coup, en fait, on accepte même de parler sans dire forcément rentre chez Tzedek, etc. Et on a réellement un enjeu politique, particulièrement dans cette séquence, de montrer notre voix juive, de montrer une forme d'antisionisme qui est juif et qui est revendiqué et qui revendique aussi cette histoire, qu'elle soit décoloniale et plus particulièrement du côté du Moyen-Orient ou du côté du Maghreb ou du côté ashkénaze, en reprenant un héritage bountiste, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi un héritage du Bund, en fait, qui était un groupe juif antisioniste, socialiste, et qui était vraiment pour le coup une organisation de masse, notamment dans les pays baltes comme la Lituanie ou comme la Pologne. Enfin, tu vois, pour te donner une idée, ils ont fait des scores où ils arrivaient deuxième aux élections de Cracovie dans les années 20, par exemple. Et cet héritage politique, on veut essayer de le transmettre et de se le réapproprier aussi aujourd'hui, parce que parfois il est aussi noyé dans une espèce de bouillie qui est nini, qui se disent sionistes ou de gens qui se disent sionistes et leurs alliés sionistes parfois. Donc ça, notamment à l'extrême gauche, c'est un truc qui est récurrent en Allemagne, qui est assez nouveau en France, on en a déjà parlé, mais qui a progressé ces dernières années. Et j'ai perdu mon fil. Et une dernière chose quand même, c'est aussi de ne pas laisser le terrain de l'antisionisme à des fachos qui sont réellement antisémites,
qui aujourd'hui représentent vraiment une minorité. Je veux dire, on n'est plus à l'époque des Soral et des Dieudo, des Soraliens et des Dieudonistes, où là, ils étaient vraiment massifs et ils arrivaient à convaincre des milliers de personnes. Mais il faut garder une veille là-dessus, et je pense que du coup, notre présence est indispensable, même si, encore une fois, là, dans les dernières manifestations qu'on a faites, on a vu quelques banderoles un peu chelous de gens qui sont pas super politisés, mais comme c'est le cas en fait dans quasiment toutes les manifs où tu as des primo-manifestants, comme il y avait pendant les Gilets jaunes, mais globalement, là, l'accueil, franchement, à 200%, je pense que toutes les personnes ici qui ont revendiqué leur judéité dans ces manifestations ont été accueillis, mais vraiment et pas de manière token, hein. Il y avait vraiment aussi un truc fraternel et le besoin de renouer une amitié de renouer une amitié entre juifs et musulmans et arabes dans ce pays. Sur On a vu avec votre votre grande banderole là. Ah ouais, sur, ça, c'était génial. une belle image. Et puis il y avait vraiment des gens pour le coup qui voulaient poser avec, chacun avec leur drapeau différent. Du coup, t'as quand même t'as le drapeau du Liban, t'as tous les drapeaux du Maghreb, t'as le drapeau de la Turquie, t'as le drapeau de la Syrie, t'as le drapeau syrien rouge et le drapeau syrien vert, t'as le drapeau irakien et le drapeau égyptien. Et ça, c'était vraiment un grand moment de solidarité parce qu'encore une fois, c'était pas du tout dans un truc de tokenisation, mais vraiment de dire, bah, écoutez, nous on sait ce que les Blancs vous ont fait. Je pense qu'il y a quand même inconsciemment ça. Et en fait, on rêverait de voir plus de juifs à nos côtés dans ces manifestations. Il y a aussi, même si ça peut paraître maladroit pour les gens, l'envie pour certains militants arabes, mais même pas militants arabes, pour des arabes qui vont dans ces manifs, de dire mais vous voyez bien qu'on n'est pas antisémite, ouais. Et même si on peut trouver ça pato, je veux dire, ouais, mais t'as cette idée-là, quoi. Je veux dire, regardez. On est dans le symbole. Ouais, voilà. Mais il y a un moment donné, la manifestation, c'est du symbole. Non, mais même tout simplement. C'est des banderoles, c'est des drapeaux, c'est des slogans. Et donc, on a besoin de montrer par une image que voilà qu'on est ensemble, quoi, qu'on a la même lutte, qu'on a le même combat. Et voilà. Et comme tu dis, après, ça peut être un petit peu pas maladroit, mais un petit peu voilà. Pato, quoi. Voilà. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut incarner, il faut que ça se voit, quoi. Mais même. Excuse-moi, vas-y, après on fait le sur ça. Juste après on fait le. Parce que justement, à la manif de dimanche dernier, il y avait au-delà de vouloir revendiquer, de ne pas être antisémite et de s'allier avec enfin même de tokeniser, etc. Je veux dire, moi j'avais rencontré vraiment deux personnes à cette manif, des Marocaines et qui donc est musulmane et qui il y a eu une vraie sincérité dans leur joie en fait de rencontrer des juifs antisionistes. Au point que vraiment la personne qui au début je rencontre une des deux qui la présente à l'autre et mais il est avec nous, c'est un juif Tutsi machin, il est avec nous, mais je comprends pas. Et derrière qui a voulu filmer me filmer en train de parler pour qu'elle l'envoie à ses proches parce qu'elle m'a dit parce que c'est trop rare de voir ça et derrière bah voilà elle m'a dit tu me redonnes espoir en fait et ça m'a vraiment touché en fait d'entendre ça. Donc il y avait vraiment une vraie sincérité dans là-dedans quoi. Mais avant que juste pour c'est un petit exemple personnel, moi je me rappelle que j'avais des discussions avec mes cousins sur la Palestine et tout, et je sentais que parfois il y en avait un qui allait dans des trucs un peu antisémites et tout, et je me rappelle que pour le prouver qu'il faut arrêter d'avoir une lecture antisémite, je devais avoir moins de 20 ans, je devais avoir 17-18 ans, je lui avais donné une vieille interview de Michel Sibony. Et je dis mais regarde ce que disent des juifs en France sur tu vois que tous les juifs ne soutiennent pas Israël, arrête ton délire. Donc mine de rien, et encore une fois, même si c'est pas tôt, ça peut vraiment servir. Maxime. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour. Peut-être un truc que je rajouterais, c'est que là on le voit actuellement, les blancs en général nous adorent aussi et enfin si on n'était pas là, ils auraient aussi personne à retweeter. Donc, c'est pas mal aussi qu'on soit là pour ça, je pense, pour porter cette... Enfin, je pense que ce qu'on dit, au final, c'est quelque chose qui a beaucoup été dit par vous et par les décoloniaux. Et tant mieux si on peut porter cette voix aussi, quoi. Je comprends pas le commentaire un juif vaut 100 arabes, mais ok. Je sais pas si c'est... Non, mais il est souvent avec nous. Il est souvent avec nous, mais je comprends pas. Bah si, c'est... Alors moi je suis juif et arabe. Dans le truc c'est plus important dans le... C'est dans la dimension symbolique, quoi. Nous, on n'est pas bankable. Daniel. On va pas tomber là-dedans. Ah non, mais moi Waouh, comment je me fais avoir. Faut clipper. Problématique. En fait, moi j'ai une réponse personnelle et une réponse politique à faire à cette question. On a plusieurs manières d'être juif.
la mienne, sans croyance, Merci. c'est d'avoir ma mère qui habite en Israël. Donc en fait, tout simplement, c'est un flip, cet État juif pour les juifs, et pour moi, et pour elle. Et donc, ma manière de faire en sorte qu'elle soit mieux, c'est de lui dire, écoute, t'es dans un sale bateau, il faut faire l'activité commune avec les Palestiniens pour créer les conditions d'un futur. C'est ta Elle- mère qui t'a dit ça? Non, c'est moi, Ah, au d'accord. départ, mais elle l'a fait, Ouais. plus que dit. Et donc, du coup, ça pose plein de contradictions, mais du coup, ça permet, sur cette marge d'Israéliens anticolonialistes, de voir ce qu'il y a de vraiment catastrophique dans cette société. Ça, c'est un point, pour moi, est présent. Et pour moi, au passé, il se trouve que mes arrière-grands-parents sont des juifs allemands, donc victimes soit de la Shoah, soit du sionisme, en fait, au final. Et ceux qui ne sont pas barrés d'Allemagne, ils se sont trouvés déportés en France. En fait, il y a eu une vague de juifs en 1940, au début, quand ils voulaient accomplir le plan Madagascar, qu'ils ont envoyé Alors, là-bas. je rappelle pour Madagascar, c'était au départ l'un des projets sionistes, c'était de faire l'État juif à Madagascar, c'est ça? Exactement. C'était aussi un projet d'Hitler d'envoyer tous les juifs à Aussi de- Madagascar en 1936. D'accord. Ah oui, vous les envoyez là-bas? Enfin, avant 36 d'ailleurs. C'était Il y a- avant alors- 36, mais en tout cas. Non, il y avait. Non, c'était un plan. En fait, il parle à Youssef là, faut Non, non, savoir, non. il est en train de regarder Youssef, dire Non, ça faisait partie des plans d'Hitler aussi. Alors, il y a eu l'Ouganda aussi. le ouais. Kenya Et aussi, Kenya, l'Ouganda, tout à ouais. fait, absolument. D'accord. Donc il y a eu Pentagonie aussi, merci Youssef, merci. il y a eu une tentative de réalisation. C'est juste quand Pétain a signé des accords avec Hitler à Montoire, Youssef. il lui a dit, il y a un convoi de 8000 juifs qui attendait à Chalon-sur-Saône, là, à la ligne de démarcation, et leur a dit, vous les gérez. Et Ah les ouais. autres ont répondu, Madagascar, c'est infaisable. Les Britanniques ayant la maîtrise des mers, ça ne pourra pas se faire. Donc non. Mais ceux qu'ils avaient, ils les ont gardés. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-père est mort dans un camp de républicains espagnols. D'accord. Donc en fait, ça donne aussi une méfiance par rapport, y compris à l'État français. Et en fait, en tant que juif ici aussi, face au racisme, et le sionisme est intrinsèquement une idéologie qui associe une terre, une nation et une ethnie. Et en fait, ce projet-là, il est maladif, quoi. Il est un danger pour tout le monde. Donc à nous de jouer sur comment eux essaient de nous manipuler. Ils utilisent l'antisémitisme comme une arme aujourd'hui, mais de manière éhontée. Et donc, on a ce taf-là à faire, entre autres. Et en allant aussi sur cette question, moi, donc on voit ce qui vous a motivé, mais je me demandais, est-ce que c'est pas aussi difficile en tant que juif d'avoir une position qui est antisioniste, que ce soit par rapport à la famille, mais notamment avec, comme je vous l'ai déjà entendu dire, mais qu'en France, c'est très lié, quoi. On a l'impression que c'est presque naturel d'être juif et d'être sioniste. Et on a l'impression que si on n'est plus sioniste, on n'est plus vraiment juif, même lié de point de vue religieux. Donc déjà, les possibles ruptures avec la famille, aussi les incompréhensions, et aussi pour ceux qui... Moi, je comprends que avec le racisme, avec l'histoire et tout, il y a quand même l'idée que Israël peut être un refuge pour les Juifs, et de rompre aussi avec cette idée-là. Comment est-ce que c'est difficile, c'est facile dans la vie de tous les jours ou... Je peux peut-être répondre un peu là-dessus parce que pour le coup, je me sens vraiment très concerné. Si je peux peut-être être un peu long, mais je sais pas. Enfin, Vas-y, voilà. on est là pour ça. Juste un truc, ouais. les questions, je les Juste un truc avant que tu sois long. Ouais, c'est ça. Je vois qu'il y a pas mal de questions, on essaiera d'y répondre. Ouais, je notez les note si dans vous ma voulez. tête et je les note. Ouais, notez si vous voulez dans un côté les questions, si vous voulez revenir. N'hésitez pas, avant qu'on pose une question avec Samir, si vous voulez répondre à une question. Vas-y, Benji. Déjà C'est ton pour commencer, en fait, je vais vous parler en fait de mon parcours parce que moi j'ai été éduqué dans une famille juive pratiquante et sioniste. Et en fait, j'ai été élevé dans une éducation sioniste. Et pendant toute ma jeunesse, je n'ai jamais dissocié le sionisme du judaïsme. C'est quelque chose qui était en fait même dans la religion, quand on t'apprend que
les Juifs ont quitté l'Égypte, ils sont allés en Israël, il y a ce truc de la Terre Sainte qui reste là. Et, en fait, c'est complètement. Il y a 3000 ans de différence, 4000 ans de différence. Il y a une sorte de trou de verre de 4000 ans entre ça et aujourd'hui. Mais ça reste quand même une évidence. Il y a ce truc, là, ce lien-là qui est fait. Et donc, quand tu es jeune, tu n'as pas forcément ces questions de colonisation, etc. Et donc ça te semble une évidence. L'antisionisme, moi pendant longtemps, j'ai toujours eu déjà un problème avec la religion de base, parce que moi je n'ai jamais vraiment été croyant malgré tout. J'ai été éduqué dans la religion, je connais ma religion, j'ai pratiqué pendant longtemps et rapidement j'ai arrêté d'être croyant parce que je n'ai jamais trouvé, enfin c'est personnel quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup pour moi j'avais vraiment l'impression que même le seul moyen d'être antisioniste, c'est de ne plus être juif en fait, tout simplement. Ouais. Parce qu'il y a vraiment ce lien qui est tellement fort et qui est tellement logique dans ton éducation, et surtout en France, et ça il faudrait y revenir. On en parlera France, avec Maxime sur les États-Unis. Et surtout en France, ce rapport-là, il est complètement logique. Et donc moi actuellement voilà, moi j'ai eu ce parcours-là, j'ai une désionisation on va dire assez longue en fin de compte, parce que je me suis toujours demandé comment avoir un discours antisioniste tout en étant audible pour ma famille. Parce que dans ma famille, c'est pas un discours, c'est pas une discussion politique en fait. Moi dans ma famille, Est-ce que ce serait un peu comme si un musulman disait à sa famille que il apostasie ou il croit plus en Dieu? Est-ce que c'est à peu près pareil dans la gravité? Pour moi, c'est quasiment la même chose. D'accord. C'est vraiment, imaginons pour d'autres personnes une famille assez réac et tu fais un coming out quoi. Enfin vraiment c'est ce genre de truc là. C'est du même rapport. Mais même dans les discussions, même encore aujourd'hui, ça va plus loin qu'une discussion politique. C'est-à-dire que moi dans ma famille j'ai des gens qui sont de droite, des gens qui sont SOSDEM, enfin ce que tu veux. On peut parler politique. On va pas être d'accord, on va s'engueuler, on va ruiner le repas, mais on s'aime quand même, on reste la famille, voilà, etc. La question de l'antisionisme, la question d'Israël, juste la question de la politique même, juste de Netanyahou par exemple, juste ça, c'est systématiquement une remise en cause de tes origines, de ta famille, de ta culture. C'est une trahison. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai entendu des choses très dures venant de ma famille très proche, hein, vraiment, mais si tu continues comme ça, mais on va te renier, des trucs comme ça. Vraiment, ça va jusque-là. Et en fait, donc dans ma famille, ça n'a jamais été autre chose qu'une sorte d'endoctrinement ils s'imaginent des musulmans comme ça, antisionistes et antisémites qui arrivent et qui me transforment. Moi, pendant longtemps, ma mère croyait que j'allais me convertir à l'islam quand je lui disais, quand j'avais des propos pro-palestiniens ou juste que j'étais pas j'étais pas croyant. Donc il y a vraiment ce rapport-là, il est vraiment très compliqué et très très conflictuel avec sa famille. Moi, actuellement, aujourd'hui, alors que j'ai toujours été clair sur mes positions politiques avec ma famille, j'ai eu des clashs très forts avec ma famille aujourd'hui. Il faut savoir que j'ai une grande partie de ma famille qui habite en Israël aussi et qui a déménagé à partir des milieux des années 2010 après les attentats, etc., qui sont tous partis en Israël, donc que j'ai connu et qui aujourd'hui je vois plus trop, mais qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et il y a eu une sorte de giga-drama à la suite de l'attaque où j'avais juste partagé une story de Mathilde Panot qui disait juste c'était le feu, la paix à l'Assemblée, quoi. Il y avait rien, quoi, juste c'est le feu, la paix. Et en fait, j'ai appris par ma mère que derrière ça avait fait un super drama dans ma famille et que plus personne voulait m'adresser la parole. Je devais passer un Shabbat avec ma sœur le samedi, son mari a voulu annuler. Enfin, voilà, c'est allé jusque-là. Donc c'est très très conflictuel et c'est impossible de discuter de ça. Mais ça, c'est important d'en parler parce que je pense que ça permet aussi aux gens de comprendre, parce que
je les trouve parfois assez sévères en mode ah mais pourquoi, comment ça se fait que autant de juifs sont sionistes et tout, et de montrer que en fait c'est pas seulement une question politique, c'est aussi des questions d'attache familiale quoi. Et pour certains c'est extrêmement compliqué de passer ce pas. D'autres sur la difficulté, pas seulement familiale, mais si vous voulez. Mais juste pour compléter, ce qui est très conflictuel, c'est que la plupart des juifs, franchement, je pense qu'ils ne connaissent vraiment pas l'histoire. Enfin, c'est vraiment une forme d'idolâtrie Merci, pour l'État d'Israël, sans se poser des questions, sans le remettre en question. Et c'est très compliqué de débattre parce que toute critique, mais comme il a dit, juste de Netanyahou, par exemple, parfois ça part enfin, comme si on remettait en cause. Enfin, non. Enfin, vraiment une idolâtrie. Même Netanyahou, même critiquer Netanyahou, pour eux, ce serait critiquer C'est l'État un d'Israël. tabou. Ouais, c'est compliqué. Vraiment, une idolâtrie, je pense. Il y a d'autres difficultés aussi, et ça tombe bien parce que ça va complètement dans le sens de ce que tu dis. C'est aussi de pouvoir répondre à des gens qui vont t'envoyer par exemple 5-6 messages d'insultes. Bon, nous, c'est vrai qu'on en reçoit plus que des sollicitations de rentrer chez Tzedek, soyons honnêtes, surtout par les temps qui courent. Ouais, j'imagine. Mais Vous avez quand même beaucoup de sollicitations pour intégrer Tzedek. ouais, pas mal, franchement. Bah, on en a jamais eu autant. Après, on existe vraiment médiatiquement depuis peu de temps. Je pense que la vidéo Combini, enfin, le combo Combini, AG+, et également, enfin, nous, on a eu d'excellentes surprises, hein, des influenceuses et des influenceurs ou des pages qui sont extrêmement suivies, genre Sally et tout, qui nous. Et je voulais juste dire, vu pour la première Plaisir, fois, Sally. Ouais. la première fois que vous avez vu ça, c'est chez nous. C'est chez nous que vous les avez vus pour la On première fois. n'oubliera jamais, t'inquiète, on met le frérot. tampon. C'est quelque chose qu'on à nous jamais dira. les premiers. À jamais les À jamais premiers. les premiers. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Sally, elle a t'inquiète. parlé de vous. Ah d'accord, parce que c'est une grosse influenceuse. Hein. Ouais, et puis pour le coup, enfin, d'ailleurs, moi, je vous encourage à aller regarder sa vidéo si c'est pas déjà fait sur la couverture médiatique Si quelqu'un des peut, événements depuis peut le 7, partager sur le depuis, chat. le 7 octobre. Et c'est pas la seule. Et en fait, et bon. Je disais juste ça juste pour remercier toutes les personnes qui nous suivent en fait, et notamment les nouvelles personnes, parce que ça nous va droit au cœur. On a eu des partages qu'on n'imaginait pas forcément, y compris notamment dans les milieux queer, dans les milieux LGBT, dans certains milieux antiracistes. Donc déjà gros cœur sur vous, et merci pour la force. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand tu reçois pas mal de messages d'insultes, tu sens qu'il y en a certains quand même qui essaient de communiquer avec toi et t'envoient un premier message en te traitant de sale traître, etc. Ouais. T'en as où c'est des bots, donc des faux profils qui sont bien foutus, et d'autres qui sont des fachos qui nous insulteront, en fait, qu'il y ait ces événements ou pas. Eux, Bien sûr. ils seront toujours là. Mais il y a quand même un petit affect quand c'est des juifs, en fait, qui ne comprennent pas où Ouais. est-ce que tu veux en venir. Et qu'en fait, ils te renvoient parfois à des trucs mais hallucinants. Tu te fais traiter de néo-nazi par des personnes qui souhaitent littéralement éradiquer, selon leurs propres termes, des Arabes, sans comprendre la moindre contradiction. Il y a un rapport qui est quasiment schizophrénique, en fait, Mais là-dedans. qui est, en fait, moi je pense que aussi ce qu'on du mal à comprendre les gens, c'est que il y a quand même une peur sincère chez eux. Bien sûr. Hein, Mais il y a une peur sincère. moi, quand j'ai discuté, c'est que vraiment, il y a des gens qui sont dans une crainte qui est, nous, qu'on trouve disproportionnée, mais qui est ils sont vraiment habités par cette peur-là. Ouais, non, mais bien sûr. Et puis c'est une peur, compréhensible mais encore c'est une plus. peur qui est alimentée aussi. C'est une peur Ah qui est oui, alimentée, mais largement qui est quand même réelle. Je veux dire, Bien sûr, bien sûr. on va pas mentir, on va pas se cacher qu'il y a quand même eu des attentats sûr. dramatiques qui ont ciblé directement la Mhm. communauté juive, et que en fait le rapprochement, effectivement, il y a un rapprochement médiatique qui est fait en fait pour essentialiser les communautés arabes, musulmanes et même de gauche qui se positionnent sur la Palestine et les mettre au même niveau que Daesh. Là, on entend vachement ça en ce moment, ce qui est effectivement un non-sens politique, mais ça vient pas de nulle part non plus. Ça vient pas de nulle part non plus. Et une des grosses difficultés, c'est comment est-ce que tu veux essayer de convaincre quelqu'un qui est endoctriné, mais dans un sens comme dans l'autre, en fait. Quand tu as grandi toute ta vie avec cette idée-là, que toute la journée tu reçois une propagande et que tu as l'impression que le monde est contre toi, c'est très, très, très difficile de raisonner. Et en fait, la plupart des gens qui nous contactent, je pense que pour pas mal d'entre elles et d'entre eux, en fait, c'est des gens c'est des gens en fait qui ont réussi à s'extirper de ça. Et peu importe s'ils veulent rejoindre CEDEC ou pas, en tout cas, ressentent ce besoin de parler avec Bah nous pour oui, essayer ouais, de nous comprendre. Ouais, de trouver d'autres personnes. Alors, comment on fait pour rejoindre CEDEC? J'y répondrai juste après. Maxime, est-ce que toi, tu as senti que c'était plus compliqué en France ou c'était moins compliqué aux États-Unis de se dire juif et antisioniste? Déjà, en France, j'ai ma famille, pas aux États-Unis, donc je fais. Ouais. Euh, mais même en dehors de toi, pour les gens. Oui, c'est difficile aussi aux États-Unis, mais ils sont plus avancés, je dirais. Il y a 5-10 ans, on ne pouvait pas dire apartheid aux États-Unis. Maintenant, la Ouais. plupart des Juifs le disent. Les affects politiques sont différents aussi. Aux États-Unis, je sais que tu as 70% de mémoire de Juifs qui sont ou libéraux ou progressistes. Mhm.
Donc clairement, c'est une communauté qui est aussi plus ouverte à ces débats-là et il y a un travail aussi de fond qui a été fait depuis beaucoup plus longtemps et beaucoup plus massif. Et là, ce qu'on voit maintenant, enfin, j'imagine qu'on va parler après des manifs au Capitole, etc. Ça, c'est le résultat. Ouais, mais ça, c'est le résultat de 20-30 ans de travail de personnes qui étaient très seules, en fait. JVP et même donc, dans ces manifs, il y a beaucoup de, en proportion, il y a beaucoup de juifs antisionistes qui constituent les personnes qui manifestent. Ouais, le premier, le plus gros mouvement aux États-Unis de juifs anti-apartheid, antisionistes, etc., c'est JVP, Jewish Voice for Peace. Ah, je croyais que c'était les hippies. Non, pardon. Ok. Et eux, ils sont clairement sur une ligne antisioniste. Et il me semble que le deuxième, c'est If Not Now. Et là, c'est une ligne anti-apartheid. Et en interne, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont sur la ligne des Jewish Voice for Peace. Donc c'était quoi ta question déjà? C'était de demander si dans les manifs, voilà, c'était, oui. y avait une forte et du coup, ces manifs-là, participation des juifs antisionistes. Ces manifs-là, elles sont organisées par ces mouvements-là. D'accord. JVP, je pense. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Non, mais après, ils doivent être dans les 10-20 000 personnes, je pense. En tout cas, c'est eux qui sont à la main. T'as pas préparé les chiffres. Non, j'ai essayé de me renseigner pour If Not Now. Il y a If Not Now, je sais qu'on a eu, en 2 semaines après les attentats, il y a eu plus de 1000 personnes qui nous ont rejointes. Et on était déjà, je pense, dans les 4000, 5000. Donc, c'est quand même beaucoup plus massif qu'en France. J'aurais une dernière question avant de passer à Daniel. Est-ce que c'est un truc aussi générationnel? Est-ce que les jeunes juifs états-uniens sont beaucoup plus antisionistes que les anciennes générations ou pas forcément? Pas forcément, mais ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis sionistes de gauche aux États-Unis et on peut parler d'apartheid. Ils sont capables de dire. Enfin, même avant, là, ce qu'on voit où on est devant l'horreur à Gaza maintenant, mais même avant ça, où on était dans le statu quo, c'était possible d'en parler, de voir que c'était horrible, parce que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué de le faire en France avec des gens qui ne sont pas clairement antisionistes et qui ne sont pas sur une ligne radicale, quoi. Moi, j'avais juste peut-être un truc à rajouter. Il y a peut-être aussi, non seulement le passé qui n'est pas le même, mais un rapport démographique, parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui regardent Parole d'honneur le savent, mais c'est quand même le 2e pays au monde où il y a le plus de juifs, les États-Unis. Après Israël. Après Israël, oui. C'est combien? Il y a combien de... 6 millions. Ouais, moi j'allais dire 7 millions même. Et je pense que si tu prends les familles métissées sur 2 générations, c'est presque 8 millions de personnes quand même, ce qui est énorme. Et en France, c'est combien? 750 000, un truc comme ça? C'est entre 7 et 800 000, en fait, ça dépend. En fait, c'est toujours pareil. C'était bien alors, t'as vu? C'était très bien. Ah. Alors, officiellement, c'est 650 000, mais après, ça dépend. Je pense que si tu prends dans des cas élargis de familles mixtes, on arrive très facilement à 800 000 personnes au moins, ouais. Daniel, toi aussi, est-ce que c'est difficile? Comment tu te sens, toi? Est-ce qu'il y a des difficultés, que ce soit familiales, mais même dans ton environnement, ou ça va? Non, moi, dans mon environnement, en fait, ici, à part mon frère, j'ai pas de famille juive. D'accord. Donc, et en Israël, en ce moment, je leur parle pas trop de tout ça, quoi. Voilà. D'accord. Donc, perso, non, il n'y a pas de différence. Mais il y avait des questions intéressantes sur l'histoire, sur lesquelles revenir après. Ouais, on va y revenir. N'hésitez pas à noter les questions. Pas devant tu as une Israël, question après pour Israël. Jamel? Vas-y, vas-y. Prends le micro. Vas-y si tu veux. Ouais, vas-y. Non, mais les techniciens, maintenant, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont pris la confiance, t'as vu? Ouais. Il est en train de... T'es à la caméra. Non, mais vas-y. Ouais, ma question sur If Not Now, moi ce que j'avais compris de If Not Now, parce que c'est né après JVP, il y a eu un débat à l'intérieur de JVP, parce que c'était sioniste de gauche, la ligne n'était pas définie. Il y a eu un débat interne qui a fait que ils sont mis d'accord sur une ligne antisioniste. De là, du coup, peut-être que le gap entre les gens qui commencent à se politiser et JVP était trop grand, et c'est là qu'If Not Now a proposé un genre un espace safe entre guillemets pour ceux qui commencent à se poser des questions mais qui n'étaient pas en capacité d'aller jusqu'à les lignes antisionistes de JVP. Et c'est là qu'If Not Now a rempli ce safe space, on va dire, de anti-occupation et des jeunes juifs qui se posent des questions, qui sont pas prêts à faire. Voilà, moi c'est ce que j'avais compris. Est-ce que tu es d'accord avec cette Ça ressemblait beaucoup à une analyse sous forme de questions, mais vas-y. Ouais, c'est ça. Je la connais. Après, cette technique. Non, je suis d'accord avec l'analyse. Enfin, moi, c'est ce que je vois aussi en interne où ça va de personnes qui sont clairement antisionistes
à des sionistes de gauche qu'on arrive à progressivement, enfin qui voient qu'il y a un problème en fait, et ces gens-là, faut pas les laisser de côté, faut leur parler, faut les aider à se mettre au niveau, on va dire. Enfin, et ça marche en fait, et c'est un mouvement qui attire du monde. Mais après, je pense pas que ce soit aussi réfléchi que ça. If Not Now, c'est un mouvement qui est né en 2014, et à la base, c'était juste, de mémoire, c'est Simone, la fondatrice, qui a lancé une action qui était de faire la prière pour les morts en Israël-Palestine au moment de la guerre en 2014. Mais oui, de fait, c'est le rôle que ça remplit maintenant. Et ça marche plutôt bien. Moi, c'est même ce qui m'a été un peu dit au moment où j'ai commencé à rencontrer les gens d'If Not Now, que justement, je me posais des questions. Pourquoi c'est pas clairement antisioniste? Est-ce que c'est pas un peu mou comme mouvement? Ouais. Et justement, il y avait cette idée aussi de ramener les gens vers JVP à terme, et De transition, quoi. ouais, de transition. Formation, Et, transition. Et même le mouvement est plus radical qu'il ne l'était avant. D'accord. Ça a pas mal évolué depuis 2-3 ans, quoi. Alors oui, pour répondre, il y a effectivement deux collectifs qui s'appellent, voire trois collectifs qui s'appellent Tzedek avec Ah un ouais. Z, qui sont exactement sur la même ligne politique que nous, dont un mais qui à s'est créé l'étranger. quelques mois, ouais, à l'étranger. Ah, d'accord, je Il y en a- me suis dit, wow, Non, non, wow. alors il y en a un qui est actif en Irlande, à Chicago et bon, en Irlande de toute façon il n'y a pas une énorme communauté, on va pas se mentir, mais en UK, et un autre qui existe aussi en Australie où il y a 3 ou 4 groupes juifs sur la même ligne politique Ça que veut dire nous. quoi déjà, Tzedek? Justice. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça revient. Et est-ce que. Juste pour compléter sur la vas-y. question de la difficulté, je pense quand même que la manière que le gouvernement a traité le sujet maintenant est bien plus hard que ce qu'on n'a jamais vécu jusque-là. Que ce soit les interdictions de manifestation, que ce soit l'association. En France, hein. Ouais, spécifiquement. Donc ça fait flipper parce qu'on sent qu'ils vont aller. Enfin, ils n'arrêtent pas de franchir des lignes. Il y a même une mode à la délation. On a vu, par exemple, moi je suis enseignant et sur les minutes de silence et tout, Ouais, il c'est s'agit ouf. de signaler les élèves qui Des ont collégiens. directement des conséquences judiciaires. Il se passe des choses quand même très, très graves en France. Et ce côté-là est inquiétant et rend à la fois plus difficile pour nous de défendre ces positions, à la fois plus important. Mais là, le truc des signalements de gamins, c'est ouf. Hein. Alors que ça veut dire, on encourage l'esprit critique des gens, des enfants. Il y a des enfants qui posent des questions, qui parfois ont des contestations qui sont très maladroites. Mais justement, ton rôle, c'est de lui parler et tout, quoi. Et là, cette suspicion qui est posée sur des enfants, et surtout, on va pas se mentir, hein, c'est beaucoup les indigènes. Et ça ressemble à ce que, je crois même, c'était Valls qui disait que c'était presque un crime que d'essayer de comprendre. Ah. C'est un peu ça. Mais comprendre, c'est déjà c'est- excusé. comprendre, Ouais, c'est voilà. déjà Vous un voyez, petit vous peu vous rappelez étudié. ce truc-là. Moi, Et ça, c'était du préfascisme. hein. Ouais, j'ai évité Néo- Twitter durant les premières semaines là, mais j'ai pu voir que justement il y avait eu beaucoup de délations, enfin de signalements 183 Ou, enfants apparemment. Ouais. où les personnes en fait créditaient, enfin taguaient la préfecture de police en nommant soit des tweets, soit des photos qui étaient récupérées sur des articles de presse où on voyait une étudiante, par exemple, ça m'avait marqué, une jeune étudiante qui tenait une pancarte où il y avait, voilà, c'était un la France et la délation, quoi. Voilà. Une histoire d'amour. Et là, depuis, tu te dis, des siècles. ouais, là, tu te dis, on a On connaît, basculé, hein. tu te dis, Voilà. on a basculé dans autre chose. C'est-à-dire que, en fait, parce que souvent, on parle d'importation, tu sais, enfin, les gens qui défendent Israël parlent d'importation du conflit, alors qu'en fin de compte, c'est j'allais dire, une défense, ils militent pour la défense du peuple palestinien. Et là, en fait, il y a une sorte de travestissement, c'est-à-dire qu'on... Ça tient pas beaucoup. il y a une sorte de travestissement, c'est-à-dire de criminaliser en fait toute forme de contestation. Ouais. Après, bien sûr, si ça prend des formes Le qui sont... questionnement, hein. Ouais, Bah, ouais, le si lien, ça il prend est- des formes violentes, etc., ça peut être, je veux dire, condamné et criminalisé, etc. Mais là, on en est même au fait de vouloir criminaliser le seul fait de dire je soutiens la Palestine. Ouais. On l'a vu samedi, on a hein. entendu Ce qui est quelqu'un dire... complètement logique quand on voit la pente islamophobe des divers gouvernements français et médias qui sévit depuis des dizaines d'années. En fait, aujourd'hui, quand on dit tout simplement en fait, c'est lié avec le fait qu'on dise Israël, c'est les Juifs.
il y a eu des, il y a- nous on pense que les Arabes et les musulmans sont antisémites. Toute manifestation anti-Palestine est forcément liée aux Arabes Ouais. qui sont antisémites. Enfin, c'est dans un environnement islamophobe comme Ouais, il y a une actuel, translation comme ça. cette translation, Euh, elle est automatique en Et fait. puis, C'est pour ça que c'est d'autant plus important de se battre pour retirer cet amalgame entre le sionisme et le judaïsme, parce que donc le lien avec le gouvernement, il est complètement il sort juste d'un racisme simple, mais enfin clair quoi. Mais pour enlever cette confusion aussi envers beaucoup de personnes et de comment être antisioniste et pas être antisémite en même temps quoi. Parce que si on dit à chaque fois voilà l'État qui commet ces crimes de guerre, commet ces massacres, d'apartheid, des génocides, etc. Et on dit cet État, c'est l'État des Juifs, c'est que les Juifs. Même une personne de bonne volonté, elle peut pas décorréler la judéité de ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de se battre comme ça. Oui, c'est vrai que en fait, nous, on a beaucoup combattu Soral qui disait mais pour critiquer Israël, faut critiquer les Juifs. On combat ça. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent non, mais critiquer Israël, c'est critiquer les Juifs. Voilà. Donc, ils alimentent. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un racisme et derrière, tu le diriges où tu veux, quoi, envers C'est les Juifs. c'est un peu les deux faces d'une même pièce. C'est ça. Et moi, j'aurais une question aussi, parce que quand on voit les attaques que vous prenez souvent, j'ai découvert cette expression avec Julien Baloul contre les juifs pro-palestiniens, anticoloniaux et tout, c'est l'expression chicken for KFC. Donc les poulets pour le KFC. Et donc l'idée que vous êtes en train d'alimenter les ennemis qui vont... vos ennemis, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument qui revient souvent? C'est insensé pour vous d'aller soutenir les pro-palestiniens parce que... Enfin, les pro-palestiniens à la Palestine parce que c'est dangereux pour vous. Quelqu'un veut répondre? Vas-y. Oula. Ouais, je suis désolé, c'est une table qui n'est pas fixée. Eh, on est à PDH, on n'est pas aux médias. Hein. Ouais. Au niveau des tables, sinon la qualité, c'est le média. En vrai, déjà, moi, cette insulte, elle me fait un peu rire. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve ça débile parce que de toute façon, même d'un point de vue purement cynique et égoïste, le seul chemin viable vers la sécurité des Juifs, c'est la paix, en fait. Et tant que, pas de justice, pas de paix, vraiment, on n'arrête pas de le répéter, c'est pas juste un slogan, c'est une analyse, c'est un fait, en fait. Donc de toute façon, chicken for KFC, ça veut dire quoi? En fait, c'est quoi l'option quand on dit ça? En fait, on est en train d'acter que le seul futur possible, c'est de faire un génocide, parce que de toute façon, le KFC il sera toujours ouvert. Donc, genre, soit on ferme le KFC, soit il n'y a plus rien. Moi, j'ai du mal à comprendre cette position, parce que juste, il faut la paix, sinon rien, quoi. Puis c'est encore un amalgame raciste en fait de dire ça, parce que ça veut dire qu'en gros nos ennemis, parce qu'en plus quand tu dis chicken for KFC, mais c'est qui en fait? De qui est-ce qu'on parle? On parle des Palestiniens, on parle du Hamas, en fait c'est. Alors si je comprends, les Palestiniens c'est le KFC et Ouais. les poulets c'est. Non, c'est ça, non, mais ça bien sûr. Mais en gros c'est ça, c'est les Palestiniens. Le pire c'est ça, c'est qu'en fait un des arguments c'est de dire vous de toute façon vous êtes des gauchos progressistes. Un jour en gros le Hamas va tous vous tuer. Moi personnellement je vois pas où est-ce que ça va politiquement pour répondre à ce que disait Maxime, mais par contre il y a énormément de gens qui sont persuadés de ça. Ouais. Et c'est une insulte aussi qui est aussi vachement utilisée en Israël apparemment. Mais excuse-moi, mais moi je pense que c'est pas que ça. C'est-à-dire c'est les Palestiniens, mais c'est même Arabes. c'est élargi. Bien sûr. C'est Les Arabes, les musulmans. c'est le choc des civilisations. Là, je trouve que on n'a jamais été autant là depuis le 7 octobre dans cette rhétorique du choc des civilisations. C'est-à-dire que notamment Netanyahou qui a dit aux Occidentaux, cette guerre est votre guerre. Cette guerre est votre guerre. C'est-à-dire que c'est pas seulement une organisation que certains appellent terroriste, d'autres pas terroristes, des résistants, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, nous, on ne pense pas que ce soit le cas. Qui s'attaque à des juifs en tant que juifs. C'est toute une civilisation qui veut éradiquer une autre civilisation, c'est-à-dire entendu la civilisation Israël, occidentale. c'est qu'aujourd'hui Israël est réellement devenu
un projet d'avant-garde de la suprématie blanche à travers le monde. Ça, on le dit à chaque fois, mais il suffit de voir les liens entre Netanyahou et toute l'extrême droite la plus crasse et la plus antisémite, de la Hongrie à la Pologne, en passant récemment par la Roumanie, en passant par Modi, en passant par Trump, etc. Et d'ailleurs, je pense que... Et attention, élection 2024. Oui, à l'élection 2024, et le discours, et d'ailleurs même les soutiens de Mélanie, de Le Pen inconditionnels. Et d'ailleurs, ça peut se résumer par ce qu'a dit Zemmour aujourd'hui en se rendant en Israël, en disant qu'en gros, les Français ne sont pas antisémites, et le vrai ennemi, ce sont les immigrés, les musulmans et les Arabes. Il a dit ça mot pour mot aujourd'hui en se rendant en Israël. Et il avait fait une première vidéo le 7 ou le 8, je ne sais plus si c'était au lendemain ou le jour de l'attaque du Hamas, où en gros, il explique que c'est un projet civilisationnel qui va complètement dans l'idée d'une civilisation dite judéo-chrétienne, comme si c'était les Arabes ou les musulmans qui avaient massacré 6 millions de personnes en les foutant dans des camps d'extermination et exterminé massivement de manière industrielle. La propagande même israélienne où on dit, c'est souvent rappelé, enfin après je te donne, excuse-moi, mais il y avait même Benjamin Netanyahou qui avait déclaré que Hitler ne voulait pas à la base éradiquer les Juifs, mais que c'était le moufti de Jérusalem qui lui avait ça fait partie de la rhétorique du nouvel antisémitisme, qui est cette mythologie-là, et par rapport à ça, je veux juste faire un petit rappel. Pendant que on n'arrête pas de crier à l'antisémitisme pour le moindre tweet d'un arabe qui parle, comme ce qui s'est passé avec Medine cet été, où on parlait justement de cette nouvel antisémitisme, de ces hydres islamistes, etc. Dans le même rapport de temps, dans la même temporalité, il y a eu des vrais actes antisémites qui se sont passés. Il y a eu le restaurant Kasher à Levallois qui s'est fait taguer par une personne blanche catholique de plus de 60 ans. Il y a eu un site internet qui avait pour projet de référencer, de lister les personnalités juives qui avaient été démantelées dans le même moment et qui avait été fait par une personne d'Action française. Donc, il y avait aussi la stèle de Simone Veil où il y avait eu des croix gammées là-dessus. Voilà, ça c'est des vrais actes antisémites qui sont réels, qui sont violentes et qui ne sont pas faites par des Arabes, par des musulmans, qui sont faites par le racisme, l'antisémitisme historique qui existe en Europe, qui est celle de l'extrême droite. Voilà. Et avant, vas-y, excuse-moi. Maintenant. Excuse-moi. Sachant que ce qui m'a fait réagir au départ, c'est cette histoire de importation. Et KFC, c'est un peu la même chose. Ils sont des spécialistes de l'inversion des rôles. C'est-à-dire, Israël est considéré comme une victime, et c'est vraiment pas leur rendre service que de continuer à leur faire croire, alors que ce sont des gens puissants et qui accomplissent leur plan. Ça, c'est... Et donc, il faudrait remonter dans l'histoire, en fait, au début du sionisme. Le fait qu'au départ, les Juifs se battaient pour leur libération là où ils étaient. Ils n'avaient pas besoin d'avoir un État-nation avec la culture pour défendre la religion. Cet algorithme-là, il est systématiquement catastrophique. Et donc, ça, c'est vraiment notre ennemi. Mais donc, il faut savoir qu'au départ, le sionisme était un mouvement d'extrême droite qui était ultra marginal. Et qu'il a été soutenu, si on prend l'exemple, à l'époque où ils ont signé la déclaration Balfour, où les Britanniques, quand ils allaient prendre possession de la Palestine turque, ottomane, en novembre 17, c'est exactement au même moment que la prise d'État du Palais d'Hiver en Russie. Okay, Churchill, il était conscient à ce moment-là de dire les Juifs communistes, cet international apatride est un ennemi. On va soutenir des Juifs qui vont bien être ancrés à notre botte, et c'est un antidote qui marche encore maintenant. Et du coup, le sionisme est une exportation de l'Europe en Palestine, dans le monde oriental. Donc là encore, il y a que des inversions, et à nous de ne pas tomber là-dedans, quoi. Il y avait quelqu'un qui voulait rajouter? Moi, je voulais juste dire que ça, c'est quand même un truc à prendre en compte à propos de la suprématie blanche. C'est qu'en fait, il y a une partie de l'antisémitisme qui peut être combattue par la libération du peuple palestinien à travers le monde, et particulièrement, je pense, dans le sud global. L'antisémitisme
diminuera. Il y aura moins d'actes antisémites et moins de confusion aussi sur nos rapports avec certaines communautés non blanches si la Palestine est libérée. Là, je prends pas en compte les groupuscules takfiristes qui ont fait des attentats, qui ont fait des attentats à l'hypercacher ou contre l'école juive de Toulouse, qui sont très minoritaires. En revanche, l'antisémitisme canal historique, celui de la suprématie blanche, ne disparaîtra pas avec la fin du conflit israélo-palestinien. Et cet ennemi, non mais il faut quand même le rappeler, c'est-à-dire que nous, en tant que juifs et juives, on a un ennemi politique. Si on se revendique de l'antiracisme, de l'anti-impérialisme et de la décolonialité, c'est la suprématie blanche avant tout. Et la suprématie blanche qui soutient Israël, croyez pas qu'elle va nous épargner en fait. Ça, c'est complètement faux. Dans un premier temps... Là, elles ont d'autres priorités. Elles ont d'autres priorités, mais elles C'est les s'occuperont de nous. Arabes. Le jour où ils interdiront le hijab dans les rues, ils interdiront la kippa. Le jour où ils interdiront de bouffer halal, ils interdiront de Ils ont bouffer déjà kasher. fait des déclarations dans ce sens-là. Marine Le Pen, c'est ce qu'elle avait dit. Ouais. Elle dira les juifs seraient capables de faire des efforts. Là, ils veulent manger du poulet. Là. Benji. Non, mais c'est. On Je l'a. t'appelle Benji, je suis désolé, mais. T'inquiète pas. Vous savez, c'est la famille. Non, mais c'est. Mort de rire, Mon Sacha. pseudo, Benji, attends. Non, mais. Ça fait 15 mais- minutes qu'on se connaît. Laissez ça. Il n'y a pas de problème. Du moment que c'est pas Benjamin, parce qu'il y en a. Bon. Et alors, non, mais je voulais aussi rappeler que Israël a directement discriminé les Juifs lui-même. Enfin, c'est même encore présent. Je veux dire, même ma famille proche, c'est-à-dire ma mère et ma tante qui ont vécu en Israël pendant leur jeunesse, se rappellent très très bien à quel point ils se faisaient traiter de sales arabes parce que nous sommes Les des juifs Juifs. arabes, ils Parce que nous sommes des juifs tunisiens, voilà, et qu'ils se faisaient traiter de juifs arabes et ils se faisaient marginaliser de la même manière que les arabes aujourd'hui en France sont discriminés. Et donc, et ils ont encore cette mémoire présente. Ça ne les empêche pas d'être sionistes aujourd'hui. C'est là où il y a une sorte d'aliénation, tu disais, aliénation coloniale. Je pense que c'est le terme. Vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre personnellement. Un Donc, peu comme un syndrome de Stockholm, mais... bah oui, et il faut rappeler à aussi grande Israël, voilà, ce qu'a fait aux juifs éthiopiens et aux juives particulièrement éthiopiennes, hein, qui se sont faites en partie stériliser de force, en tout cas sans leur consentement évidemment, et sans qu'elles le sachent. Et Ah ouais, je ne savais pas. Non, non, elles ont été stérilisées secrètement, de Voilà. force. Ah, d'accord, exactement. je savais pas qu'elle. Et t'as des gamins yéménites aussi qui se faisaient kidnapper pour être placés dans des familles blanches. Alors ça, c'est quelque chose que tu retrouves aussi Ouais. chez les aborigènes en Australie ou chez les autochtones, plus C'est les particulièrement au Français dans la Canada. Creuse. Hein, Ouais, avec et les Guadeloupéens. Réunionnais aussi dans la Creuse qui ont été placés de force, Ouais. kidnappés, placés dans des familles ashkénazes pour blanchir la population israélienne et des communautés juives qui n'ont jamais été reconnues par l'État israélien en tant que juifs parce qu'elles sont noires. C'est le cas des Ougandais, c'est le cas des Igbo. Les Igbo, ils sont pas que juifs, mais une partie des... Il y a quand même il y a une forte communauté Et Igbo qui qui est militent juive toujours au aujourd'hui. Nigeria et qui n'ont jamais été revendiqués, qui n'ont jamais été reconnus comme juifs par l'État israélien. Voilà, et les Noirs israéliens qui militent toujours aujourd'hui contre cette nationalité de seconde zone qu'ils considèrent avoir, quoi. Dites-moi si je dis de la merde, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un vrai racisme déjà ashkénaze envers les séfarades. Alors, séfarades, il me semble que le terme n'est pas exact. On devrait dire plutôt pour les juifs arabes, c'est plutôt Mizraïm, non? Oui, enfin, séfarade, moi je sais pas s'il y a un problème là-dessus, dire séfarade. Moi, il me semblait que c'était les juifs séfarades, c'était les... sortir l'acronyme américain insupportable si tu veux. C'est quoi? By Joksam, By- Black Indigenous Jews of Color, Sephardim Israel. T'as tout D'accord. dedans. On va dire Mais- séfarade. Hein, D'accord. On fait un package. Toshavim pour les berbères. Ok, moi je connaissais pas. Mais si je peux intervenir sur le mot Vas-y, vas-y. séfarade, Vas-y. il y a un livre de Benjamin Stora, je ne sais plus sur lequel, dans son autobiographie, il rappelle que le mot séfarade, c'est une imposition du colonisme français en Algérie, parce qu'il rappelle que 80% des juifs séfarades qu'on appelle séfarades sont en vrai des berbères indigènes. Et on a voulu leur donner le nom séfarade pour les européaniser et pour les D'accord. mettre dans le processus colonial. Parce que sinon, il n'y a que 20% des juifs algériens qui viennent vraiment de l'Espagne. Et donc, normalement, séfarade, c'est vraiment dédié pour les juifs qui ont fui l'Espagne. Ouais, c'est ça, il me semblait D'accord. que c'était ça et pas les juifs arabes en général. Qui ont été expulsés. Oui, expulsés plutôt. Donc, par exemple, un juif turc, le mot séfarade est plus prompt, parce que les juifs turcs viennent principalement de... Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, enfin moi en tout cas, pour moi, un juif séfarade, c'était un juif du Maghreb, quoi. Ouais. Et étymologiquement, Ashkenaz, ça veut dire Allemagne. Ah, d'accord. Sfarad, en hébreu, ça veut dire Espagne.
D'accord. ok Et Donc sinon, ces Mesraïm, deux ça endroits, veut dire oriental, je crois, non? voilà. Et c'est deux endroits où il y a eu des communautés juives importantes qui ont codifié les rites. Et donc ensuite, après, ça s'est exporté et identifié à. Mais c'est vrai que aujourd'hui, parler de séfarade, c'est assez impropre quand il s'agit d'un conflit racial de couleur en fait Ouais. en Israël. Hein. Et aussi- Et ouais, Maxime et Nathan après. et- séfarades, t'en as aussi en Amérique du Sud, qui, pareil, au moment où ils ont été expulsés, il y en a qui sont partis aussi en Amérique du Sud et D'accord. qui se sont établis là-bas, quoi. Ah, Et ça fait le même groupe. en général, il y en a très peu qui sont encore juifs et ils se sont beaucoup convertis. Mais si on regarde par exemple au Portugal, c'est possible s'ils arrivent à remonter, à prouver avec la généalogie qu'ils ont des ancêtres juifs et qui remontent jusqu'à l'époque de l'Inquisition. Ils peuvent demander la nationalité portugaise Ou même espagnole. ou espagnole, oui. Mais c'est plus facile au Portugal. Nathan, tu voulais. Oui, et juste pour précision, la discrimination envers les Ashkénazes et les Séfarades, c'est pas seulement le fruit de l'État moderne d'Israël. Dès la théorisation du sionisme, Herzl était déjà très péjoratif envers les Séfarades, qui pour lui, c'était déjà des Arabes. Ouais. Par exemple, il ne voulait pas discuter avec les Juifs palestiniens. Il y a des lettres qu'on a retrouvées où il y a un Juif palestinien qui s'appelle Abraham Yehuda, qui critiquait justement le projet-sionisme de Herzl, parce que Herzl ne voulait pas discuter avec les Juifs palestiniens parce qu'il les méprisait. Il y a Ouais, plein ouais. de textes dans les années dans le 19e siècle où on retrouve des textes vraiment racistes envers les Juifs séfarades. Donc le sionisme, c'est avant tout un projet oréocentré plus que judéocentré. Là, on a parlé du Chicken for KFC. Et est-ce que pour vous, il y a aussi une critique qui revient souvent à votre égard, c'est vous êtes les juifs de service, les tokens, ouais, des gauchistes, des décoloniaux. Est-ce que Moi j'ai envie de dire qu'on est déjà les juifs de service d'Israël. Ça les aide bien déjà d'avoir les juifs pour pratiquer une politique coloniale qui est historique de l'Occident et de la suprématie blanche. Donc si on peut être les tokens, mais on va dire d'une lutte de résistance, moi je trouve que ça va. Je préfère. Et aussi montrer l'hypocrisie parce que ce soit Julien Baloul ou ceux qui disent juifs de service, c'est les premiers à critiquer quand on traite Linda Kebab de arabe de service. Donc il faut un peu être cohérent sur quand ils nous traitent de racistes, eux pourquoi ils seraient pas antisémites en disant qu'on était juifs de service. et, Il présente le camp des opprimés qui se défend comme un truc réactionnaire. C'est toujours une inversion de leur part qui est... De toute façon, quand tu es une minorité, pour moi, tu es toujours token, que ce soit une minorité liée à ton orientation sexuelle, ton genre, ou ton ethnie, ou ta religion. En fait, tu es automatiquement tokenisé, que tu le veuilles ou non. Le tout, c'est de le reconnaître. Donc moi, c'est pas forcément une critique qui m'atteint, en fait, juif de service, ok, mais toi, tu es juif de service pour des fachos, en fait. Est-ce que toi aussi, t'es pas tokenisé dans ce cas-là? Toi, tu es juif de service pour un courant progressiste qui ne va pas jusqu'au bout et qui est libéral. Mais en fait, Alors, on est tous des... token, désolé, je vais Ah, passer pardon, pour ouais. un boomer. C'est quoi token? Token, en gros, alors je sais pas d'où vient ce mot, mais faire valoir. ouais, voilà, c'est un faire valoir, c'est quelqu'un de service, Une quoi, caution, qu'on dit, quoi, que- une caution. qui utilise son identité pour cautionner des trucs qui vont contre ça, quoi. Vas-y, continue. Non, mais je pense qu'il y avait... Une caution, voilà, c'est très bien, une caution. J'avais pas grand-chose à rajouter là-dessus. Et moi, il y avait aussi une question, Ah oui, c'est pardon, juste. Vas-y. C'était Ackerman qui avait dit ça de Déborah et de Tzedek. Oui, mais Ackerman lui-même, c'est une caution d'un faux progressisme complètement libéralo-compatible. Dans ce cas-là, en fait, nous, la seule différence peut-être entre vous et... Oui, c'est vrai que le gamin dans South Park qui est noir s'appelle Token. Après, il y a... Non, si, c'est vrai en plus. tu n'êtes pas perdre par le chat. Non, mais ce qui est horrible en plus, c'est que Ackerman, il est lui-même traité de juif de service par l'extrême droite. Oui, parce qu'il est trop de gauche Oui. pour eux. Ouais, c'est ça. Emile Ackerman. C'est ça, c'est qu'en fait, tu vas toujours. On est je veux toujours dire, au dès que service tu as de une quelqu'un. position, comme disait Jonathan, un peu qui est pas hégémonique, on va dire. Tu as le risque d'être qualifié de token en fait. Bah, si t'es pas Et- dans un groupe et- dominant blanc, oui, Voilà. t'es token. Et, en fait. façon, la moi, plupart du temps- je pense que c'est aussi pour parce que c'est vrai que c'est une position là enfin de mon point de vue, la position que vous tenez, elle est voilà, c'est courageux, ça nécessite, je pense, une certaine dose de courage. Et je pense que c'est aussi pour semer un petit peu le doute, pour mettre un peu de pression et peut-être justement sur des personnes qui, comme Nathan parlait des gens qui viennent en DM et tout, mais qui ont peut-être pas la capacité, la capacité au niveau psychologique même, tu vois, de passer le pas et de vraiment s'engager.
je pense que voilà, c'est une stratégie aussi pour impressionner ces personnes-là, quoi. Bah, je voulais justement, ça c'est quelque chose où je voulais rebondir tout à l'heure quand on parlait des personnes qui viennent nous envoient des messages et qui sont pas forcément des messages pour venir militer directement, mais qui sont aussi juste des soutiens et aussi pour nous dire que notre position leur fait du bien et qu'ils se sentent plus seuls. Et c'est vraiment une notion de solitude hein, quand on est Bien juif sûr. et antisioniste. Et c'est pour ça on a vraiment une vocation aussi à, être une parole et à pouvoir ouvrir la parole aussi à tous ces juifs qui ne se reconnaissent pas dans la judéité israélienne imposée et sioniste imposée depuis la naissance. Ouais. Mais bon, non, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, j'ai eu la situation cette semaine d'un ami qui est de confession juive et qui, justement, on avait une discussion sur la situation, sur ce qui se passait et tout, et il était un peu, justement, déjà affecté par tout ce qui se passait, etc. Et en fait, sans s'en rendre compte, parce que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout politisé, il avait des positions qui sont vraiment proches des vôtres, quoi. Et je l'écoutais, on discutait, je l'écoutais, et puis je l'écoutais, je lui dis, mais en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment ce que disent les potes de Tzedek. Et voilà, je lui disais vraiment, intéresse-toi à eux, parce que peut-être voilà, parce que lui, en fait, il disait, je me sens ultra seul. Je me sens ultra seul dans cette, dans l'approche que j'ai du conflit, et du coup, j'ose à peine en parler, en fait, publiquement. Et c'est une solide tradition des prophètes juifs que d'être à contre-courant, hein, en fait. Et en fait, on accomplit le message authentique du judaïsme, en gros, qui dit tu feras pas autrui ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Donc en fait, il retourne, faut pas tomber là-dedans. Et je voulais glisser, j'ai le micro, par rapport à KFC. Quelque chose qui m'est revenu sur le rapport de Israël est tellement manipulatoire et historiquement variable par rapport à la Shoah. Il disait que les Juifs qui restaient en Europe tendaient le cou au couteau du boucher. Oui. Voilà. Donc en fait, ils ont toujours, pour vendre leur cam, utilisé des arguments absolument infâmes, quoi. Hein. Et donc il y a les arguments et puis il y a les faits aussi. À l'époque où les nazis ont eu le pouvoir, le premier entité qui a reconnu ce pays alors qu'il venait d'y avoir des élections, c'est le Yishuv sioniste, hein, parce qu'il en a profité pour faire un accord de collaboration pour exporter les juifs allemands là-bas. Donc en fait, vraiment, et ensuite, moi, c'est très compliqué là quand on rentre dans le perso, parce qu'en fait, mes grands-parents, ils en ont un peu bénéficié de cet accord, oui. mais merde qu'ils étaient embarqués dans un si mauvais radeau. Mais en tout cas, après la Deuxième Guerre mondiale, au début, on disait qu'Israël, c'était la fierté du juif, alors que le juif européen, il s'était fait exterminer, il s'était fait opprimer, et qu'enfin, là, il pouvait relever la tête. Et être un rescapé de la Shoah, c'était une honte totale. Il fallait se taire. Et au bout de 20 ans, quand ils ont fait le procès à Eichmann, ils ont totalement retourné le truc, à commencer à marchandiser le fait que c'était le porte-parole des déportés, quoi, ceux qui voulaient sauver les juifs. Donc en fait, tout ça, c'est très manipulé historiquement, quoi. Et alors, dans le chat, on m'a dit que c'était très 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 bien l'émission, qui regrettait juste un petit peu le manque d'échange avec le chat, mais qui demandait si... Après, le truc, c'est qu'on c'est compliqué parce qu'on est 5 et il y a des questions, et je sais que quand on fait des questions-réponses, parfois ça va dans tous les sens, mais ce qui serait bien, mais ce qu'il a proposé, c'est que Aoula Mazet fasse, pourquoi pas, un de ces 4, une émission juste questions-réponses avec, avec le chat. Parce que je vois qu'en fait, il y a des questions qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas vraiment le sujet. Et je vais reprendre une question qui était celle de Yoshiro. Que répondez-vous à ceux qui se disent contre la solution à un État, car selon eux, il y aurait trop de haine mutuelle entre les Juifs et les Juifs israéliens et les Palestiniens? Je veux bien dire un truc là-dessus. Parlons du cas sud-africain. Ouais. Alors déjà parce que ça nous tient, non mais parce que déjà ça nous tient à cœur. Il faut savoir quand même que la majorité. Demande plus de live d'Aola Mazen. D'accord, on espère, on espère reprendre le truc. Même sans invité, vous faites. Ouais. On en reparlera. Mais en gros, il y a quand même d'ailleurs une partie des blancs qui, enfin, des gens qui avaient le statut de blanc, mais qui là-bas pour moi étaient des blancs parce que même s'ils viennent, en gros, pour le cas sud-africain,
cette réconciliation, elle s'est faite partiellement, mais elle a existé. Il n'y a pas eu 2 États avec un Bantoustan, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait super difficile d'expulser 800 000 colons, parce qu'il y a 800 000 colons sur des territoires occupés aujourd'hui d'un côté, et impossible d'expulser les millions de Palestiniens qui vivent sur l'État d'Israël. Ouais. Donc, on a 2 solutions. Soit on vire tout le monde des 2 côtés, ce qui est Il n'y a quasiment... plus personne. Il n'y a plus personne. Et en fait, non, mais si, mais c'est... Comme tout le monde est puni. C'est Allez, vous l'aurez pas cette Non, terre. Non, tous non, au non. coin. Non, mais c'est vrai. Non. Un seul État de la mer au Jourdain. Un État multiconfessionnel, parce que ce sera difficile de faire un État laïque là-bas, ça c'est sûr, mais un État, Oui. un Ou État laïque, mais multiconfessionnel. les religions ont le droit de... Oui, voilà, ou un État laïque. Voilà. Ou alors T'as une pas le laïcité micro, par contre, multiconfessionnelle, tu n'as pas encore mieux. Une laïcité multiconfessionnelle. Et en fait, de toute façon, le premier pas là vers la paix, même si vous voulez lutter contre les extrémistes d'un côté ou de l'autre, c'est déjà évidemment un cessez-le-feu, mais de mettre fin à l'apartheid. Dans un premier temps, il ne peut pas y avoir de projet de réconciliation nationale et en fait, personne ne va pouvoir expulser 800 000 colons d'un côté et des millions de Palestiniens de l'autre. Même si ça a déjà été Moi, j'ai fait. une question candide. Ça veut dire quoi, mettre fin à l'apartheid? Mettre fin à l'apartheid, c'est déjà mettre fin à l'occupation, enfin pour moi en tout cas, là je parle pas au nom de Cédric, mais vraiment mon nom, c'est mettre fin à l'occupation illégale de l'armée israélienne et d'ailleurs du blocus de Gaza et l'égalité des droits pour les Palestiniens qu'ils appellent des Arabes israéliens, dans un premier temps, en conférant les mêmes droits. Et après, pour moi, ce serait un projet de réconciliation nationale qui, pour le moment, malheureusement, on en est très loin. C'est même l'opposé. Mais moi, je vois pas en fait comment la solution à 2 États qui a échoué dans un contexte, dans le contexte des accords d'Oslo, qui a déjà échoué dans un moment qui était quand même plus propice à la paix, peut avoir lieu. Je pense que ça a été un leurre qu'il y a eu avant l'assassinat d'Yitzhak Rabin, mais que depuis ce moment-là, on peut plus tomber dans ce leurre-là. Et moi, ça c'est vraiment un avis perso, mais moi je vois pas comment est-ce qu'une solution à 2 États pourrait mettre fin à la guerre, surtout dans ces conditions-là. Oui, Donc nous, en tout cas, chez Tzedek, on est pour une solution plutôt à un État. Ça, par contre, je peux le dire. Le reste, c'est en mon nom. Et voilà, on va pas choisir d'expulser des, on va pas choisir d'expulser des Palestiniens du sol israélien pour les remettre sur la bande de Gaza ou ce qui a été grappillé à la Cisjordanie. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, du coup, sur quelle frontière on se base? Celle de 48, celle de 67? Non, mais c'est ça. Et puis, pour vraiment parler du fond de la société, je pense que comment est-ce qu'on réconcilie des juifs israéliens avec avec les Palestiniens, et comment est-ce qu'on fait pour se battre contre ce racisme-là? Tout simplement, je pense que déjà, si les lois criminalisaient certains actes, certaines choses qui sont permises aussi en Israël, et que on est arrivé dans un État dans un seul État où effectivement il y aurait toujours un racisme qui perdurerait un temps, mais qui serait criminalisé, déjà ça serait une solution tout simplement. Enfin, je veux dire, on peut pas faire autrement. On peut pas demander aux gens d'arrêter d'être racistes. Ce sera que la loi et ce sera un gouvernement qui représentera ça. Enfin, tout simplement. Il y a quelqu'un qui fait une citation sur le Après, Rwanda. Daniel. Pardon, excuse-moi, mais juste qui disait. En gros, c'est vite fait de parler tout le monde, bourreau et victime, pour passer à autre chose, mais je crois que ça a été fait au Rwanda, oui. Et d'ailleurs, je précise juste un truc, c'est qu'en Afrique du Sud, si vous cherchez l'historique des Blancs qui se sont positionnés du côté de Mandela, des Joe Slovo, des Ruth First, et plein d'autres, et d'ailleurs même Johnny Clegg, c'est quasiment que des Juifs dont les familles avaient fui les pogroms des Pays-Baltes et plus particulièrement de la Lituanie, qui bénéficiaient du statut de blanc, parce que pour moi ça reste quand même des blancs. En Afrique du Sud, tu vas pas dire ouais je suis racisé, alors que les autres sont parqués dans des bantoustans, ça n'a pas de sens. Mais ils ont joué un rôle fondamental, et si on parle justement d'une internationale juive antisioniste, il faut se tourner vers ces juifs sud-américains aussi, qui encore aujourd'hui tiennent un discours très ferme contre l'apartheid, même s'ils sont minoritaires au sein de leur communauté. Daniel, tu voulais intervenir? Ouais, sur la question de... Alors déjà, 2 petites questions que j'avais notées. Vas-y. Mais oui, mon arrière-grand-père est mort dans un camp à Toulouse, c'était il y a longtemps. Et l'autre, j'ai essayé de répondre à l'histoire de Yael Braun-Piver. C'est ça Oui, elle était intéressante cette question. C'était si quand elle a entendu la déclaration de. Quand elle a dit, en gros, elle soutient inconditionnel à Israël. Et, elle Bon. est-ce que Et c'est la même personne question, se s'est demandé demandait si elle était juive. si c'était... Qu'est-ce que ça dit d'elle? Moi, je la trouve intéressante. Ça dit que le sionisme, c'est pas un truc de juif. C'est un truc de colonial. Voilà, c'est ça ma réponse. Et alors après, je voulais dire autre chose sur la question de un État, 2 États.
en fait, 2 États aujourd'hui, plus personne ne peut y croire. En fait, c'est juste quand on est des légalistes et ça sert à rien. Je pense qu'il faut prendre en compte le rapport de force réel, qui est très défavorable. En Donc, plus, j'ai l'impression que c'est la réponse facile Ouais. des gens qui s'intéressent pas au sujet, qui disent oh 2 États, je suis pour ouais, la paix, 2 États. c'est ce que disait l'ONU. Voilà, Ouais. c'est simple. Ouais. Mais en vrai, le problème, c'est qu'Israël est colonial depuis le début. Et que l'apartheid, il est aussi existant, même si c'est de manière différente, dans l'Israël 48 que dans l'Israël 67. Donc, en fait, de tous ces côtés-là, aujourd'hui, on a grave besoin de contrebalancer le rapport de force. Je veux dire, intéressons-nous à la situation telle qu'elle est. Donc, qu'il y ait des manifestations énormes dans le monde est indispensable, que le BDS soit mis en œuvre par plein de gens, c'est la solution pour contrebalancer les choses. Et Boycott, ensuite, des investissements, sanctions. voilà. Donc, et ça a l'intérêt d'unifier toute la société palestinienne et les Juifs qui sont d'accord avec l'anticolonialisme. Et ça permet de faire des actions individuelles de boycott d'entreprise, mais aussi dans sa propre entreprise ou auprès de sa mairie, et jusque aux États. On arrivait à faire changer les opinions, enfin les positions politiques des États. C'est ça notre combat pour aujourd'hui. Tu voulais intervenir, Benji? Oui, en fait, je voulais juste faire une parenthèse sur l'affaire Yael Braun-Pivet. En fait, pour moi, c'est hyper caractéristique d'une chose. Il me semble qu'elle est juive, mais vraiment d'une ascendance assez. Enfin, ça doit être, je crois, sa grand-mère ou son grand-père, je sais pas. Mais il y a justement, en fait, j'ai l'impression. Enfin, moi, je vois souvent que il y a des personnes qui sont prêtes à presque s'inventer une judéité et à crier à l'antisémitisme. Et pour moi, c'est très caractéristique d'une chose, c'est que l'antisémitisme, l'utilisation de l'antisémitisme par les Blancs, c'est une forme de revendication d'un racisme anti-blanc sans justifier le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Et c'est pour ça que je pense, ça fait partie, je pense, Je pose après, Fabien. C'est un raccourci en fait. Voilà, mais en fait, je pense que c'est pour ça que l'antisémitisme est aussi combattu par des blancs qui ne sont pas juifs et qui se l'approprient en fait, parce que c'est une manière de crier crier au racisme lorsqu'on n'est pas victime de racisme en fait. Et l'antisémitisme, avec l'histoire des juifs qui se sont blanchisés par le colonialisme, ça a créé ce raccourci-là. Et moi, je pense que c'est important de dénoncer ça. C'est une sorte de forme de racisme de revendication d'un racisme anti-blanc. Mais justement, moi, il y a la question que je voulais vous poser, ça me permet de rebondir sur ça, c'est comment vous arrivez à négocier entre à trouver une position entre, en même temps, la montée de l'antisémitisme qui est causée par le conflit, là, actuellement, mais aussi, de l'autre côté, une instrumentalisation totalement dégueulasse de l'antisémitisme pour faire taire des gens. On l'a vu notamment avec Mélenchon, mais même avec plein de gens qui ont une critique sur l'État d'Israël. Ils instrumentalisent l'antisémitisme. Et ce qui donne un truc dangereux pour les gens, c'est en mode, par exemple, quand ils voient que Mélenchon a été attaqué d'antisémitisme parce qu'il a utilisé le mot camper, les gens disent, ah ben en fait, si tout est antisémite, il n'y a rien d'antisémite, c'est bon. Donc ça peut être un truc aussi pervers. Bah, c'est surtout, en plus, comme je le disais, c'est ce lien-là. Je suis sûr que la plupart des juifs ne l'ont jamais fait, n'ont jamais. Ne peuvent pas faire ce lien-là. C'est trop bizarre comme lien. C'est quelque chose qui est tellement, recherché que c'est forcément pervers et ça a été instrumentalisé par des personnes qui ne sont pas concernées en fait. Donc oui, ta question, c'était notre rapport à ça, en fait, comment vous arrivez à trouver une position entre en même temps la montée de l'antisémitisme et l'instrumentalisation de l'antisémitisme? La position, elle est comme la tienne, hein, je vais envie de dire, c'est qu'on va dénoncer les deux, en fait. C'est-à-dire que pour nous, oui, effectivement, on est entre deux feux, mais on sait dans quel camp se mettre, en fait, tout simplement. Et il y a aussi un antisémitisme traditionnel face auquel tous les gens qui sont contre l'extrême droite, on est ensemble face à ça. Et il y a un antisémitisme mal compris lié à ce mauvais philosémitisme actuel du gouvernement, auquel, en étant du bon côté, nous sommes vraiment en train de le combattre. Maxime? Et je pense qu'il faut qu'on soit clair aussi et qu'on dise qu'il y a une montée de l'antisémitisme et que l'instrumentalisation qui en est faite, c'est aussi un antisémitisme et qu'il faut le lire comme tel
Et que si on voit pas ça, c'est plus compliqué d'en parler, je pense. Et quand nos ennemis politiques ils utilisent l'antisémitisme contre nous, c'est une manière en fait d'être antisémite aussi. Je sais pas si tu veux rebondir. Si, moi je suis d'accord. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que dans les deux cas, en fait, c'est une stigmatisation qui est dangereuse. Je reviens juste sur le commentaire de Sacha qui disait en gros qu'elle il ou elle avait grandi avec une famille 3/4 muse et une daronne juive, donc qui est un quart juif, et qu'en fait ta judéité, c'est vrai que c'est quelque chose aussi de personnel sur laquelle tu te construis ou pas, et même que tu peux retrouver. Nous, il y a des gens qui retrouvent une judéité, qui retrouvent une judéité, mais sur le cas d'Yael, c'est sûr que moi, je pense pas, on savait pas forcément tous qu'elle était juive ou juif, et je dis pas qu'elle se crée une judéité. Elisabeth Borne. Ouais. Non, c'est ça, mais moi, je veux dire, moi, je pense pas que ces gens-là se créent une judéité là-dedans, et qu'au contraire, je pense que ça leur tient à cœur. Par contre, effectivement, cette espèce de rhétorique d'aller chercher de l'antisémitisme là où il y en a pas forcément, et où les gens vont le chercher, c'est très dangereux, parce qu'il y a un antisémitisme qui est réel. Ouais. Qui se matérialise concrètement. Et en fait, mettre déjà toutes les formes et toutes les manifestations de l'antisémitisme conscient, inconscient, ou celui qui n'existe pas, en voulant faire croire qu'il y en a là où il n'en a pas dans le même plan, ça dématérialise complètement ce que c'est réellement que l'antisémitisme. Et ça, c'est hyper dangereux, parce que ça crée de la confusion dans la tête des gens. Et le problème, c'est que on va dire de l'extrême droite jusqu'à une partie du Parti socialiste, une grande partie même, en fait, il n'y a pas du tout de droit à la nuance, tu vois, ou à la discussion, j'allais dire, interne sur une ligne, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit en fait prendre comme acquis que, voilà, tu vois, le droit d'Israël, le droit qu'a Israël à se défendre, etc. Enfin, toute la rhétorique qu'on connaît, l'antisionisme est une nouvelle forme d'antisémitisme, blablabla. C'est tout le verbatim, et en fait, tu peux plus du tout le discuter. Tu peux plus du tout. Parce que je pense que moi, j'ai 50 ans. Il y a, je sais pas, dans les années 80, 90, même dans ces partis-là, tu vois, il y avait une place pour un débat interne. Là, tu as l'impression qu'en gros, le débat, il est totalement, j'allais dire, confisqué, quoi. J'ai juste une expression, je trouve que c'est des marchands de guerre identitaires, ces gens-là. Et donc, on ne doit pas tomber là-dedans. Et je pense que à force d'être caricatural comme ils le sont, à mon avis, ça se voit. Oui, et il y a beaucoup de gens qui disent, je veux dire, la France est matraquée par un discours pro-israélien basique. Et en fait, mais je veux dire, à plusieurs reprises en France, ils nous ont matraqués sur le référendum de la Constitution européenne, et puis ça n'a pas marché. Et à plusieurs reprises, je pense que les gens, ils ont une pensée critique croissante par les réseaux sociaux, et qu'il ne faut pas aussi se laisser envahir par ce qu'ils essaient, comme l'occupation mentale qu'ils essaient de nous mettre en place. Mais c'est pour ça que la première chose à faire pour se battre contre contre ça, c'est de justement rappeler la visée suprémaciste blanche et la visée coloniale d'Israël à tout le temps, et de rappeler qu'Israël a parmi son nombre innombrable de victimes a aussi les Juifs directement, et que en fait justement quand on dit les Juifs, ils ont droit à une terre, ils ont droit à l'autodétermination, etc. Et que le seul État juif qui se revendique juif, c'est Israël. Pour une certaine partie de la gauche, ça peut poser problème de dire est-ce qu'on va, on va dénoncer Israël, parce que du coup, c'est dénoncer les Juifs. Donc c'est pour ça que le premier travail, c'est de dire dénoncer Israël, ce n'est pas dénoncer les Juifs. Ce n'est pas, ce n'est pas se battre contre les Juifs. Les Juifs, ils sont pour beaucoup aussi antisionistes. Voilà. Avant de poser la question, là j'en profite parce qu'on est un peu nombreux, je ne sais pas si vous l'avez fait avant, mais pour dire on est nombreux là sur la chaîne, donc n'hésitez pas à la soutenir, n'hésitez pas à soutenir Parole d'honneur, surtout qu'on a des petits problèmes financiers. On a des petits problèmes financiers en ce moment, donc si vous pouvez nous soutenir, même avec 1 euro, un abonnement, pour qu'on puisse continuer à avoir ce genre d'émission où on accueille des paroles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ailleurs, et aussi surtout une parole décoloniale, antiraciste, anti-impérialiste, n'hésitez pas à nous soutenir. Et aussi, je rappelle, s'il vous plaît, mettez la revue en ligne. On est en train de travailler sur ça. Je répète, il nous manque quelques détails administratifs. On veut être totalement OK. On veut être totalement parfait pour pas avoir de problème. Vous avez vu la répression en ce moment. Je pense qu'ils vont profiter du moindre petit truc pour nous attaquer. Donc, on règle les derniers détails pour avoir la livraison en ligne. Et si vous êtes sur Paris, le 3 novembre, il y a l'événement au Théâtre La Belle Étoile à Saint-Denis.
où on vendra ce livre et ce sera un événement autour de la Palestine. Il y aura notamment Tzedek, il y aura l'UJFP, il y aura l'AFA, il y aura QGD Colonial et il y aura d'autres intervenants. Et également, pardon. Vas-y. Finis ta phrase. Et également le 1er novembre, il y a un événement qui aura lieu à la Flèche d'Or. Artists Against Apartheid, avec des projections de courts-métrages et la présence notamment de notre ami Youssef Boussouma. Ah d'accord, il y sera là-bas. Voilà. D'accord, je savais pas. D'accord. À 19h. Pour enchaîner sur cette question, il y a aussi, c'est une question qui revenait de la part de Fabien. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'État français qui veut se présenter comme le défenseur des Juifs et comme un combattant de l'antisémitisme? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique? Bah, quand ils ont là, surtout pas en ce moment. On a le pire. Merci beaucoup les gens. Non mais je veux dire, on a quand même le président qui a réhabilité le plus de penseurs et d'écrivains antisémites. Enfin, lui et Darmanin, c'est quand même un truc de ouf. Donc, comment est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui veut réhabiliter Pétain et en faire un héros de guerre? Comment est-ce qu'on veut faire confiance à quelqu'un qui cite Maurras, qui cite littéralement Maurras? Comment on veut faire confiance à un ministre de l'Intérieur qui écrit un bouquin antisémite dans lequel il dit que le modèle à suivre, c'est celui de Napoléon, entre parenthèses, grand colon aussi, donc responsable. Et grand antisémite aussi. Et grand antisémite aussi, où dans son bouquin, en gros, il dit que le modèle, c'est de faire ce que Napoléon a fait avec les Juifs, c'est-à-dire les assimiler, même pas les intégrer, les assimiler de force. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à Darmanin, encore une fois, parce qu'il y cumule, à Darmanin qui te cite littéralement Bainville et le pays réel pour présenter une loi d'immigration? Ces gens-là, un historien d'extrême droite. un autre historien d'extrême droite. Mais ça, on peut en trouver chez les Républicains. Il y a un député républicain, il n'y a pas longtemps, qui écrit dans le Figaro une tribune en hommage à Barès. Pareil, un autre penseur antisémite. Mais ces gens-là, en fait, finalement, ils perpétuent une certaine tradition de l'État français qui n'est pas complètement dissociable de la République, contrairement à ce que les gens disent. Même si la Ve République n'a pas eu une politique systémiquement antisémite, elle a des vieux restes de ce qu'est l'État français. Elle est toujours raciste vis-à-vis des autres minorités parce que c'est quand même aussi un projet qui est néocolonial, la Ve République. Donc à partir de là, quand on voit ce qu'ils ont pu faire, mais pas seulement aux Juifs, je veux dire la Ve République, ce qu'elle a fait en mettant en place un réseau comme la France-Afrique, tout simplement. On peut pas, bien sûr que non. Ces gens-là ne veulent pas notre bien. Ils veulent nous instrumentaliser et surtout parler en notre nom et à celui de notre sécurité. Mais moi, je veux pas que Macron veille sur ma sécurité, personnellement. Ouais. Je fais juste une petite parenthèse, les gens, et je vous dis un énorme merci pour les dons. On peut pas remercier tout le monde parce qu'on n'a pas envie de couper. Les gens parlent et il y a le replay sur YouTube et tout. Mais je vous dis un gros merci. Merci les gens. Merci beaucoup, franchement. Je voulais juste aussi rappeler que même historiquement, l'État français a toujours été dans le mauvais camp pour les Juifs, quoi. Je veux dire. Depuis Crémieux, au moins. Ouais. Oui, voilà, je veux dire, bien avant, voilà, ouais, non, mais même bien avant, même avec le fait que même au Moyen Âge, les Juifs étaient utilisés pour certaines choses, parce que, enfin, pour notamment tout ce qui est l'usure, ouais, voilà. Ouais. Et donc ensuite le décret Crémieux, enfin, faut rappeler ce que c'est aussi. Ourial a bien rappelé, enfin, plusieurs fois, et même enfin, je veux dire le fait que le déracinement des Juifs de leur des colonies françaises. Il y a aussi eu, il faut rappeler tout simplement que Vichy, Napoléon qui a créé le consistoire, qui a été l'outil d'aliénation des Juifs en France, pour soi-disant qu'ils soient compatibles avec la République, ce que rêve de faire le gouvernement avec l'islam aujourd'hui, et on sait bien toutes les problématiques que ça pose, et pourquoi c'est tout sauf un projet enviable, voilà. Donc c'est Dreyfus, il y a eu l'affaire Dreyfus, je veux dire, la France et l'antisémitisme, voilà, historiquement on peut pas avoir confiance en la France. Et même en tant que juif antiraciste, on peut pas avoir confiance en une nation qui laisse crever des Noirs et des Arabes aux mains de la police. On est juif antiraciste, mais nous, on ne s'intéresse pas qu'au sort des juifs, en fait, surtout si on tient une politique antiraciste un minimum conséquente et sérieuse. On va pas faire confiance à un État qui applique une islamophobie d'État et qui vérifie la longueur d'une jupe à l'entrée de l'éducation nationale et demande même aux profs de les balancer.
Ces gens-là peuvent pas être nos amis, en fait, si on tient une ligne réellement antiraciste en tant que juif. Parce qu'on sait très bien qu'un jour, ça aura des répercussions sur nous aussi. Bah, ça a déjà des répercussions. Et ça, on a sur déjà, nous. en Je veux dire, fait. à l'école, on peut pas aller à l'école avec une kippa. Et on Clairement demande pas. de plus en plus aux juifs d'être discrets. C'est notamment le discours de Zemmour. Il y a Daniel avant Benji. Il y a Daniel. Oui, juste une réaction sur un commentaire. C'est pas du tout c'est un peu de l'opportunisme de la part de la France, mais c'est surtout une politique systématique de jeu sur les identités. Donc c'est quelque chose qui est pensé, réalisé, et donc à ce niveau-là aussi, je voulais dire parce qu'il y a eu un gros débat pour reprendre encore les chats sur sémitisme et tout ça. Et du coup, le mot a été plus ou moins créé, je crois, par Ernest Renan. Qui était un idéologue de la République française de la fin du 19e. Et en fait, ce sont ces recherches scientifiques à moitié linguistiques, donc la langue sémitique, à moitié pseudo-raciale, parce que la France est aussi celle qui a théorisé complètement raciale. Mais je veux dire, Renan, c'était pas le pire. Tu vois, il y avait du Gobineau aussi, il y en avait qui étaient des vrais... Mais je sais pas trop pour Renan, en vrai. Mais en tout cas, sur le sémitisme, le sémite, c'était un truc à moitié linguistique, à moitié génétique. Ça apparaît avec le début, avec la conception des races biologiques au 19e siècle. Il y a un bouquin de Gil Anidjar qui s'appelle Sémite que je vous recommande vraiment, quoi. De comment? Tu peux répéter le nom? De Gil Anidjar, le bouquin s'appelle Sémite. Ah non, vous l'aviez invité? Tout à fait. Ouais. Excuse-moi de t'avoir coupé, Dany. Non, mais il y a juste des grosses confusions qui ont été alimentées dès cette époque et qui sont encore là aujourd'hui. Donc, si on remonte sur les débats à l'origine de la Révolution française sur qu'est-ce que c'est être français, relisez un jour la Constitution l'an 1, celle de 1793 qui n'a jamais été appliquée, et elle donnait une définition politique. On adhérait au projet républicain, on y était, on pouvait en être. Et cela n'a jamais été appliqué, parce que les contradictions étaient là dès le début, et ils ont toujours gardé le droit du sang en plus du droit du sol. Mais en tout cas, je veux dire, c'est une longue histoire de manipulation, et à nous de sortir de ces ornières, quoi. Voilà. Alors, juste avant, il y a eu un énorme don, ça m'a fait une alerte sur le truc de 218 €. Je sais pas, moi j'ai ton nom et ton prénom là, parce que c'est sur mon, tu vois, sur l'adresse. Donc je vais pas le dire, mais un gros merci, un gros merci à toi. Juste un truc, je crois que la question c'était sur le rapport au sémitisme. En fait, il y a des langues sémites, mais il n'y a pas de peuple sémite. Voilà, oui, mais juste aussi, dire ça. aussi, pourquoi moi c'est un truc qui me fatigue aussi, le truc de sémitisme, c'est parce que les gens vont dire non, mais antisémite, on devrait l'utiliser pour les Arabes aussi, parce que les gens arrêtez avec ça. Et voilà, maintenant l'antisémitisme, c'est un mot que dans le langage courant, il est utilisé pour parler du racisme envers les juifs. C'est bon, pourquoi on fait ça me fait vous êtes comme les gens qui veulent qui disent nier que l'islamophobie voilà, n'existe pas. oui, non, et qui disent que mais le mot islamophobie n'est pas parfait parce que phobie c'est la peur, et moi j'ai pas peur des Arabes, hein, c'est juste que je les aime pas. Voilà. C'est bon, arrêtez avec ça. Moi on approche de la fin, j'aurai encore une ou deux questions. J'aurais aussi une question par rapport à d'autres mouvements en France de lutte contre l'antisémitisme, et je voulais savoir qu'est-ce qui vous distinguerait d'eux. Par exemple, je sais qu'il y a un mouvement qui est assez populaire dans les organisations de gauche, même si je pense que vous êtes en train de les dépasser et je suis très heureux. C'est des mouvements comme l'ARAR par exemple. Et par exemple sur la Palestine, qu'est-ce qui pourrait vous distinguer d'eux? Je ne sais pas si quelqu'un... Daniel? Tu veux y aller, Maxime? Vas-y. Je vais commencer, hein, mais Daniel et après Maxime, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais ces mouvements sont apparus il y a quelques années et ont insisté à vouloir défendre la lutte contre l'antisémitisme dissociée de la lutte pour la justice en Israël-Palestine. Et en fait, on voit bien quand l'actualité revient à quel point en fait, voir qu'une moitié de la réalité, ça permet pas de répondre, d'être cohérent dans l'antiracisme, en fait. Bon, voilà, juste Il y avait un commentaire. Ce qui m'a bien fait rire. Jonathan, on sait qu'il aime bien les JGR. J'adore, ouais. Non, mais... L'ARAR, juste c'est le réseau de lutte contre l'antisémitisme et contre tous les racismes et les autres racismes. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose peut-être, Maxime? Non, rajouter sur le fait que justement nous on distingue pas antisémitisme et les autres racismes. Ouais. Bah non, parce qu'on sait que chaque racisme a ses particularités et ses mécanismes de fonctionnement en fait. Et d'ailleurs même le racisme intercommunautaire, contrairement à ce que plein de gens croient, pour nous c'est pas un tabou non plus. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Il y a ça, et il y a quand même le fait que
dans le cas du rare, des JR, je crois que c'est un peu plus compliqué. Moi, j'arrive pas trop à comprendre où est leur ligne, mais quand je les vois à RT, du Raphaël Amsalem, du Émile Ackermann, Ah oui, etc., d'accord. je pense que leur ligne politique n'est pas tout à fait compatible avec la nôtre. Voilà, concernant le rap, de toute façon, il y a juste à voir le contenu des formations de Pardo pour savoir qu'en fait, on est en opposition totale parce que pour eux, l'antisionisme, en tout cas pour le rare, est une forme d'antisémitisme, alors que nous, de toute façon, avec tout ce qu'on vient de dire ce soir, on voit très bien qu'on n'est pas du tout sur cette ligne-là, et même sur le conflit israélo-palestinien, leur manière de mettre tout le temps les deux camps au même niveau. En tout cas pour le, en tout cas Dos à pour le dos. rare, en tout cas dos à dos, en tout cas pour le rare, plus que pour les JJR, c'est vraiment, enfin, c'est de toute façon un non-sens politique quand on est antiraciste, parce que si on est antiraciste, on est des coloniaux aussi. Il y a d'autres collectifs qui sont plus ambigus sur cette question-là, qu'on a croisés, qui se définissent pas forcément comme sionistes ou enfin, qui se définissent pas forcément comme sionistes et d'autres qui sont anti-sionistes mais qui aimeraient qu'on parle un peu plus des exactions du Hamas, etc., avec lesquels je pense qu'on va parler avant. Et moi, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, ni justement sur Weizmann, etc., parce que j'ai l'impression qu'on va leur faire de la pub. Merci Et qu'en pour fait, le trend live. jusqu'à présent, on n'a pas ressenti le besoin de leur répondre. Déjà, j'ai remarqué qu'ils nous ont pas beaucoup attaqué directement, à part Ackermann et Ilana Weizmann, qui nous a bloqué préventivement avant, en fait. Sauf qu'en fait, ce qu'elle sait pas, c'est qu'on est au courant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui visiblement ont arrêté de la suivre aussi depuis le début du truc. Mais moi, j'ai pas trop envie de leur faire une pub. Je Mais- pense vraiment que pour combattre ces gens-là, en fait, on doit nous aussi avancer politiquement. Ouais. Et en fait, plus on va les calculer, plus on va rentrer dans cette espèce de jeu où on va se répondre avec des tweets, etc. De toute façon, avec des gens qui n'ont pas envie de parler avec nous. Et moi, dans Mais mon vous cas, c'est un seriez petit prêt, peu pareil. à discuter avec eux dans Moi, une personnellement, avec les accusations qui nous ont sorties sur le dos, c'est hors de question. Mais là, je parle pas au nom de Tzedek. Moi, D'accord. quelqu'un qui me dit en face, tu fais le jeu de l'antisémitisme, t'es un antisémite, pas en tant que premier concerné, mais juste par fierté, c'est mort. Je parle pas avec eux. Par contre, je pense qu'il y en a certaines et certains d'entre nous qui en seraient tout à fait capables. Mais je vois même pas dans quel cadre, à part une émission du média comme celle qu'il y a eu avec Émile, c'est possible. Parce que de toute façon, on a des aspirations politiques qui sont tellement différentes et ils nous ont diffamés de manière tellement violente de leur côté, ce que nous, on s'est jamais permis de faire. Qu'à mon avis, je sais même pas s'il y a un vrai intérêt politique, parce que je suis même pas sûr qu'on ait réellement envie de se comprendre. Moi, personnellement, non. Mais ce que tu disais Et au après, début, Maxime. ouais, c'est très rapide pour ce que tu disais au début, c'est-à-dire que la meilleure stratégie, c'est de produire un discours. Moi, en tout cas, de là où je suis. Et C'est ce qu'on a fait. Voilà, et ce que je vois, c'est une organisation qui produit un discours avec des visages, avec des nouveaux visages, et qui a un message qui est clair, quoi, qui est audible, qui est clair. Voilà, après, on est d'accord ou pas d'accord, ça c'est un autre sujet, on peut le discuter, mais en tout cas, un message qui est audible, qui est clair, et voilà, dans lequel je pense un certain nombre de personnes peuvent se reconnaître, et à partir de un discours à partir duquel peuvent se nouer justement des alliances, des partenariats avec d'autres organisations. Donc pour moi, je pense que c'est la meilleure stratégie au lieu de répondre à des personnes qui, en fait, pour moi, existent beaucoup sur les réseaux, tu vois, et pas forcément dans la vraie vie, quoi. En plus, je trouve qu'ils tournent en rond aussi Ouais. dans les attaques qu'ils nous font et tout. Je veux dire, j'ai l'impression que ça fait. Oui, ça fait 10 ans que c'est les mêmes attaques. Merci beaucoup, le Trend Live et Maxime. Ouais. Et après, Daniel. Très Maxime, rapidement, Daniel. Merci, le Trend je pense Live que niveau une 10. différence fondamentale aussi, c'est que on considère pas la gauche comme un lieu de production de l'antisémitisme. Il y a des antisémites à gauche, comme partout. Mais c'est ce qu'on a dit ce soir. Enfin, la production de l'antisémitisme aujourd'hui, elle se fait à droite, elle se fait chez ceux qui réhabilitent Bainville, Maurras, Pétain, etc. Et donc, je pense que c'est une différence fondamentale. Merci, tonton chez nous. Minou. C'est- Eux, on a l'impression que c'est vraiment leur objectif politique, en fait, en Oui, réalité. ils passent leur temps à taper sur la gauche en Notamment les traitant la d'antisémites. Mais ce qui veut pas dire Oui, que le- tu dois pas dénoncer des moments où quelqu'un a une sortie antisémite, etc. Oui, mais Mélenchon, On a sur eu Zemmour, il a eu une Mélenchon sortie avec- antisémite, clairement. ouais. C'est ça, est-ce que ces gens-là ont un agenda politique qui cible littéralement les juifs, en fait, même de manière inconsciente? Non. Après, moi, je Daniel. voulais juste donner des petits bémols, dans le sens où je pense quand même que je les vois, ces courants qui sont apparus, toucher des gens, alors soit des juifs qui trouvent que... Enfin, qui vivent plus l'antisémitisme que moi, donc cela je peux les comprendre, et aussi des Français qui sont sensibles à ça, ou même qui se préoccupent des civils israéliens, des choses comme ça. Et en fait, ce courant de gens un peu dans le doute, le marais un peu, quoi, c'est une cible.
En fait, il faut quand même s'y adresser. Ouais. Et du coup, je pense qu'un jour ou l'autre, se confronter avec eux, je pense qu'on n'arrivera pas à se comprendre parce qu'ils ont quand même des trajectoires. Enfin, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Faut les convaincre. Parce qu'ils ont des trajectoires politiques construites et nous aussi. Mais par contre, de cet Merci. échange d'arguments, ça pourrait, à mon avis, faire avancer nos Alors, il y a un positions. fait qui est Merci quand même beaucoup, les gens. Il y a Merci un pour fait le qui est quand travail. même super marrant, c'est que dans les stories sur les réseaux sociaux, on est régulièrement partagé en même temps qu'eux, on est notifié en même temps que Mounira de BDS, en même temps que Parole d'honneur. Ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui fait si vous intéressez à ces sujets-là, suivez. Et là, du coup, on se retrouve avec eux, on se retrouve avec Parole d'honneur, on se retrouve avec Mounira. Et là, par contre, je suis d'accord avec Daniel. Moi, je parle pas forcément d'eux, mais par contre, dans leur public, il y a des gens aussi même qui se posent des questions, qui n'ont pas forcément tranché ou envie de trancher entre les deux. Et ça, ces personnes, il faut leur parler. Et du coup, justement, je voulais poser une question à Maxime qui va aussi répondre à une des premières qui a été posée parce que je pense qu'elle est fondamentale. Comment... Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, mais comment... De ton expérience militante américaine, donc là, Déborah n'est pas là ce soir, mais elle était chez If Not Now aussi. Il y a des courants sionistes de gauche qui ont fait un travail sur eux. Bon, moi, le sionisme, c'est un truc personnellement qui ne sera jamais ma ligne et toi non plus. Mais comment est-ce que tu expliques que certains juifs progressistes, aujourd'hui, qui se définissent comme sionistes ou asionistes, etc., vont beaucoup plus facilement vers des orgas antisionistes comme les JVP pour construire un front contre l'occupation, contre l'apartheid et même parfois pour une solution à un État? Ce qui est quasiment impossible ici. Et l'autre question d'ailleurs qui avait été posée sur le chat, c'est... Non mais ça, c'est pas évident. Et l'autre question qui avait été posée, c'est... Comment est-ce que tu expliques que les mouvements juifs aux États-Unis soient aussi forts et même parfois à l'avant-poste de certaines mobilisations dans ce qui concerne le soutien à la Palestine, en dehors du rapport démographique qui fait qu'ils sont aussi plus nombreux? Sur la deuxième, je pense qu'il y a une question aussi de la longévité des mouvements. Ce serait intéressant qu'on fasse une émission avec Frédéric parce qu'elle a vu les JVP au début. C'est notre quelqu'un membre de de Tzedek, Tzedek. qui est aussi au JVP, ouais. Ouais, elle était aussi aux États-Unis. Elle les a vus vraiment. Je connais pas. Hein. T'inquiète. Ah ouais, vous êtes. Vous n'êtes pas prêts, comme disent les mauvais rappeurs. Mais ouais, elle y était depuis le début et Toujours en elle en parle bien, préparation. quoi. Elle parle bien du fait qu'au début, ils étaient très seuls et que juste ça a pris du temps. Je pense déjà rien que ça. Et c'était quoi l'autre question? L'autre question, c'est comment, en fait, est-ce qu'il y a beaucoup plus, est-ce qu'il y a, il y a une facilité à composer même parfois avec des gens avec lesquels on peut avoir des désaccords politiques extrêmement forts, mais avec lesquels vous arrivez à composer, sachant que certains sont sionistes ou asionistes, en tout cas, donc ne se définissent pas comme sionistes, mais sont quand même d'accord au minimum pour être dans un mouvement contre l'occupation et contre l'apartheid, d'une part, et de l'autre, parfois même pour une solution à un État. Beaucoup de discussions en interne, je pense. Et moi, je peux parler surtout pour If Not Now parce que c'est ce que j'ai le plus vu. C'est vraiment une stratégie politique qui a ses limites aussi parce que on a aussi des gens qui sont pas forcément basés sur tout. Mais c'est vraiment, je pense, le fruit de la stratégie. En tout cas, If Not Now, c'est le fruit de la stratégie politique et de la stratégie de communication de surtout pas se dire antisioniste. En fait, il parle assez peu de sionisme et d'avoir une ligne rassembleuse. Et c'est ce qui a été fait aussi sur les mobilisations récentes. Le mot d'ordre, ça a été le cessez-le-feu et c'est tout. Et ça a énormément de limites, on ne peut pas se contenter de ça. Mais à court terme, ça a permis de rassembler énormément de gens et de retourner aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, des gens qui sont plutôt sionistes de gauche, qui sont très attachés à Israël. Et de leur vendre un peu l'idée aussi que si tu es attaché à Israël, tu veux que ce soit quelque part une démocratie plus morale et que ça... Oui, faire les choses bien, sur des arguments un peu moraux, ça marche, quoi. Après, il y a aussi un cheminement, hein, parfois. Genre, les JVP, ils n'ont pas toujours été antisionistes, et même l'UJFP, à sa création, n'était pas ouvertement petit à petit. antisioniste. C'est arrivé après la seconde intifada. Et après, il y aura Daniel. Ouais, et juste pour ajouter aussi, je pense qu'il y a... Dans la culture américaine, il y a aussi tout un establishment juif beaucoup plus fort avec des colonies de vacances de juifs sionistes, sur les campus. Il y a des associations juives qui Mais il y a sont aussi des quasiment toutes figures sionistes. juives importantes. Quand on pense à Il y a Noam aussi ça, Chomsky ouais. ou Judith Butler, il y aurait qui en France? Ronnie Broman? Ouais.
On se posait la Et question. c'est ça, le mouvement anticolonial ou décolonial en France a quand même du retard par rapport à toute la remise en question qui a pu avoir lieu aux États-Unis. Je pense que c'est une des explications et un des. Vas-y. Non, justement, je pense que oui. Et qu'en plus, le fait que ce soit autant intriqué dans la culture et qu'il y ait autant comment dire, de structures, que ce soit autant structuré, c'est plus facile aussi à remettre en question peut-être. Je l'ai pas vécu moi personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un cheminement qui est plus naturel quand ils déconstruisent les structures qu'il y a derrière et qu'ils se sentent manipulés aussi par ça, quoi. Alors, Et et je après, voulais- j'aurais petites dernières questions, il faudra répondre très vite parce qu'on est. Moi, c'était juste pour des messages sur la fin. En gros, le thème de l'émission au départ, c'était quelle est notre contribution en tant que juif anticolonialiste. Et donc, on a tout ce taf à faire avec une communauté juive en France qui est particulièrement. Il y a beaucoup de travail et de discussions à avoir et c'est une contribution. Mais je veux dire, on a tous aujourd'hui la nécessité de faire gagner l'anticolonialisme en France. Et je pense que faire la promotion des événements, des débats, d'activités de BDS, c'est vraiment un truc sur lequel il faut peut-être encore plus parler pratiquement, parce qu'on est quand même assez loin de faire craquer Macron, et pourtant on en a tellement besoin, quoi. Et moi, il y a- D'autant plus, je conclus là-dessus, que je suis persuadé que la banalisation d'un génocide qui est en train de se dérouler là-bas va favoriser l'augmentation de l'extrême droite, et qui sont absolument en train de préparer des trucs très très trash en France et en Europe. Moi, il y avait deux dernières petites questions, et avant la conclusion. La première, c'est est-ce que vous avez vu la performance de deux intervenants sur Backseat et qu'est-ce que vous pensez de Israël, État décolonial? Non, mais c'est une blague. Non, En fait, j'avais pas bien compris le alors, cheminement de pensée. En gros, tu as Anna Assouline qui a créé un mouvement qui s'appelle Les Guerrières, qui est un truc un peu confus, où en gros, elle rassemble des daronnes palestiniennes et des daronnes israéliennes. C'est un truc dépolitisant possible sur la paix qui met un petit peu en gros les victimes du même camp. Après, bon, l'idée de rassembler des gens qui ont perdu des proches, à la limite, ça c'est quelque chose qui peut se comprendre, mais dans un processus de réconciliation. Et Anna Assouline, en gros, sur Backseat, elle te dit dans le plus grand des calmes qu'Israël est un État décolonial. Alors, en fait, contrairement à ce que les gens croient, c'est pas si nouveau. Moi, mon père, en fait, il a été au DROR. C'est un mouvement sioniste de gauche qui a soutenu certains mouvements de libération nationale ou qui se posaient des questions sur ce qui se passait en Angola, au Vietnam. Donc dès que c'était des pays arabes, c'était plus compliqué. Et il y en a un qu'il fallait absolument pas aborder. Je vous laisse deviner lequel. Et c'est pas les seuls en fait. Ça c'est quelque chose qui est en train de revenir. Cette idée qu'en fait Israël est un. C'est une lutte d'indépendance même pour certains. C'est une lutte d'indépendance et moi, j'en ai un entendu, mouvement de libération des nationale sionistes de gauche, et émancipateur pour les juifs. Sauf qu'en fait dans la réalisation, je me demande à quel moment c'est fait. Parce que bon, l'idée des kibbutz en elle-même, tu vois, d'avoir des sociétés autogérées en tant que juifs, pourquoi pas? Mais sur des terres, sur des terres qui ont été confisquées avec des gens que tu as chassés et avec lesquels tu ne veux pas vivre, c'est pas un projet d'émancipation, c'est un projet colonial. C'est hyper grave de dire ça. De gauche, oui. Oui, de gauche, c'est super. En fait, c'est vrai que pour un Palestinien se faire expulser par quelqu'un de gauche ou de droite, c'est ça revient au même. Ça revient pas du tout au même, ouais. Ouais, je voulais compléter aussi sur la question des trajectoires états-uniennes. Je pense que quelque chose qui a joué beaucoup aussi récemment, c'est le fait que l'AIPAC, donc le principal lobby pro-israélien, ait changé de stratégie et ouvertement soit prêt à soutenir des néo-nazis. De mémoire, il y a 120 sénateurs qui ont refusé de valider l'élection de Biden, donc clairement des gens qui soutenaient l'insurrection sur le Capitole, qui ont ensuite, aux élections d'après, été soutenus financièrement par l'AIPAC, par le lobby sioniste. J'aime pas trop le dire comme ça, bon, bref. Mais le trip américain, mais avec beaucoup plus de puissance. Quoi. Oui, voilà, ouais. Il n'est pas que juif. Il faudrait qu'on fasse toute une émission dessus. Mais en tout cas, les juifs états-uniens aussi ont cette conscience-là que ces sionistes-là, ils les mettent en danger aussi, en fait. Je voulais juste sur le fait de dire que Israël est un mouvement d'émancipation pour les Juifs et que de ce fait il y a
une nature un peu décoloniale. Je veux dire, ça part quand même du principe de dire que les Juifs ont besoin d'une terre, sont une seule et même communauté, et en fait, c'est parler à la place de toutes les communautés juives, toutes les cultures juives. C'est hyper paternaliste, en fait. C'est un discours paternaliste envers les Juifs du monde entier, et dont, dès le début, beaucoup ne s'en sont pas reconnus. Il y a eu des mouvements même religieux anti-sionistes à la base, hein, vraiment, pour dire que non, le retour en Israël, même dans la religion juive, ce qui était beaucoup revendiqué, il n'est pas souhaitable, parce que je le dis pour le chat, hein, vraiment dans la religion juive, la terre d'Israël, c'est une terre. Les Juifs sont un peuple d'exilés et ils reviendront dans la terre d'Israël lorsque le Messie que nous on attend reviendra. Et Les Naturei Carta, des trucs orthodoxes voilà, comme ça, exactement. Ils se basent sur ça pour dire qu'ils sont contre. Et aujourd'hui, Israël est dans un délire tellement, en fin de compte, religieux et extrémiste que Netanyahou, quand il parle du peuple de la lumière et contre le peuple des ténèbres, il se croit le Messie. En fin de compte, il croit que c'est lui qui va recréer Israël de manière religieuse. Donc voilà. Alors, juste deux petites choses avant que tu interviennes. La première, les gens en lobby, je veux dire, en France, il a une connotation conspirationniste et tout, mais ailleurs, le mot lobby, il y a des vrais groupes lobby. Je veux dire, dans l'Union européenne, vous avez officiellement des lobbies qui viennent. Et en fait, si vous n'aimez pas le mot lobby, préférez le mot groupe d'influence. Ce sont des groupes d'influence. C'est tout. Donc arrêtez d'être matrixé par le mot lobby qui a trop une connotation conspirationniste ici. Et la deuxième, il y a quelqu'un qui parlait de ouais, mais pour un peuple errant, ils vont où? Ça, c'est aussi un des tropes antisémites. Et ce qu'il faut dire, c'est que mais les Juifs sont pas errants. Les Juifs français, ils ont un pays, c'est la France. Voilà, les Juifs états-uniens ont un pays, c'est les États-Unis. Après, avant de donner la parole, Et après Nathan. Avant de donner la parole à Nathan, ça ne veut pas dire qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce que après les pogroms qui ont continué en Pologne, après la Seconde Guerre mondiale, il y a des Juifs qui sont allés en Israël. On ne remet pas forcément ça en cause. C'est la manière avec laquelle ça a été fait. De même que après la Nakba en 48, le nationalisme arabe a aussi contribué parfois, et d'ailleurs même de manière sale, à chasser des Juifs des pays arabes. On ne remet pas en cause le fait que des gens et filles ont cru en ce projet politique. En fait, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Il y a des raisons pour lesquelles les Juifs se sont sentis aussi nulle part ailleurs chez eux. Mais le fait est qu'en fait, dire qu'aujourd'hui c'est un espace safe, quand tu vois qu'en fait l'État en lui-même est toujours en guerre et a discriminé en fait quasiment toutes les populations juives en dehors des Ashkénazes, qui n'empêchent pas des mouvements comme chasse, des mouvements. Oui, mais le projet sioniste a aussi été de rassembler en Israël toutes les communautés juives. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher des communautés partout dans le monde et qu'ils les ont ramenés en Israël pour ça. Mais en plus, c'est comme j'ai déjà dit, c'est comme tu as dit, je veux dire, il y a une légitimité dans le fait de fuir l'Europe antisémite. Et même, moi, je pourrais trouver une légitimité que des Juifs veulent retourner, entre guillemets, retourner sur cette terre. Mais ça n'implique pas de le faire d'une manière coloniale, quoi. Ça aurait pu le faire d'une autre façon, quoi. Nathan. Justement, cette critique, Israël ne peut pas être un État décolonial, parce que même le Bund, historiquement, donc un parti communiste juif des Pays-Bas, surtout en Pologne, par exemple, il y a un livre de Ivan Jablonka qui raconte que ses grands-parents, des juifs donc bondistes, ont fait des attentats contre des juifs sionistes, parce qu'ils considéraient les mouvements sionistes comme faire en Palestine un État colonial bourgeois. Donc du coup, il y a toujours une critique juive marxiste et anticolonialiste du sioniste. Il y a même eu des attentats violents parce qu'ils considéraient que les Juifs volaient les terres des Arabes en Palestine. Voilà. Ça marche, Lars von Tesser. Et moi, j'aurais une dernière question qui est un peu plus sérieuse. Et je ne sais pas si vous avez une réponse, mais je sais que pour le 7 octobre, certains veulent parler de pogrom. Est-ce que vous utiliserez le mot pogrom pour qualifier de ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors, moi, j'ai pas. Au nom de Tzedek, je précise. Ouais, je vais pas. Enfin, moi, c'est vraiment partie des questions. Oui, moi, je pense que il y a eu beaucoup de termes qui ont été utilisés, beaucoup de termes pour essayer d'exprimer une horreur, en fait. Et je pense que moi, je le sens surtout, je le ressens surtout comme ça, c'est-à-dire qu'on a voulu utiliser un terme fort pour un acte qui a été vraiment horrible et ressenti vraiment de manière horrible dans le monde entier, pas juste en Israël. Et le terme pogrom, en fait, pour moi, il est problématique parce que quand on dit le Hamas a voulu tuer des Juifs
et ils vont chercher des juifs pour tuer des juifs. J'ai envie de dire, va en Israël, essaye de te battre contre des gens en Israël et va chercher des non-juifs. Hein. Je veux dire, c'est hyper compliqué. Et puis, c'est tuer des juifs en tant que juifs. Oui, mais Ouais. c'est pas. Enfin, tu es en Israël, il y a C'est 80% de la population qui est juif en fait. Donc si tu vas tuer des Non, mais- Israéliens, forcément tu vas Et tuer c'est des oublié juifs. aussi le côté colonial de Bah la oui. situation aussi. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il faut peut-être, on peut parler de pogrom d'un sens comme de l'autre. On peut parler, moi, je pense pour Gaza, de ghetto, de camps de concentration. En fait, tous ces mots, toutes les références, les analogies historiques, ça a un intérêt, mais relatif, quoi. Et en vrai, en l'occurrence, comme c'est une pente glissante et qu'ils nous tendent plein de pièges, peut-être éviter ces mots-ci. Mais par contre, quand les Palestiniens ont fait leur attaque, c'est un conflit colonial. Hmm. Ils sont revenus dans les villages dont ils ont été chassés Hmm. par des gens qui se sont mis à leur place chez eux. Hmm. Donc, c'est pas des juifs, c'est des colons, Hmm. quels qu'ils soient. Hmm. On va terminer avec la conclusion. Moi, j'aurais deux petites questions dans la conclusion. Déjà, quel serait pour vous le mot d'ordre à prendre là en tant que militant pour la Palestine? Et le deuxième, est-ce que vous auriez un message pour des juifs ou des juifs qui nous écoutent et qui seraient plutôt... voilà, quel message vous auriez à leur adresser, qui sont un peu qui ne savent pas trop quoi penser? On fait un tour de table comme ça? Ouais, bah, je vais Ouais, Benji. surtout pour moi je vais dire pour les juifs, déjà les juifs qui se sentent antisionistes, qui se sentent bloqués dans leur esprit dans cette lutte-là, et qui ne savent pas où se placer, qui ont l'impression d'être à la fois traités d'antisémites par leur famille et de sionistes par les autres. Enfin, ça a été mon cas pendant longtemps. Et donc voilà, pour leur dire que vous n'êtes pas seuls et qu'il y a des mouvements comme nous qui nous efforçons de porter votre voix. Voilà. Et donc voilà, je vais surtout répondre sur ça. Moi, j'encourage les juifs déjà qui se posent des questions, qui sont déjà un peu détachés du sionisme, qui commencent à critiquer les politiques israéliennes, de commencer d'approfondir leurs recherches, d'aller jusqu'au bout et que montrer que finalement, c'est historiquement, depuis le point de départ, que le sionisme est un projet colonial, mais c'est en faisant des recherches que, à partir d'un premier doute qui est légitime, et continuer les recherches et pas de nous calomnier ou mettre des œillères sur ce qu'on dit parce que serait critiquer Israël vraiment, c'est où tu as un doute, continue à l'approfondir. Fais ta pub, Nathan, c'est quoi ton TikTok? C'est n_8 atlan.p. Atlan? Atlan.p. Atlan avec un L? Oui. D'accord. Pas grand chose d'autre à rajouter. Et même si vous vous posez des questions, que vous avez envie de nous rencontrer, en fait, n'hésitez pas. On est là pour ça. L'idée, c'est aussi qu'on ait un espace de parole entre juifs, mais pas pour parler uniquement du biais politique, mais aussi se réapproprier nos différentes cultures juives. En fait, ça, c'est très important. C'est vrai que là, on est pris dans le feu, on est vraiment pris par le feu de l'actualité et de la question palestinienne qui définit notre boussole politique. Mais Tzedek, c'est pas seulement parler du conflit israélo-palestinien en tant que juif, c'est aussi se réapproprier nos cultures juives et avoir une parole juive antiraciste et décoloniale en France, qui est quand même en plus une grande puissance mondiale. N'hésitez pas à date avec Jonathan. Non, je fais pas ça pour pécho. Ah là là. Dès que tu commences à le préciser, c'est que... Non, mais je disais. Non, je fais pas ça pour Non, pécho, mais c'est vraiment, aussi, hésitez pas à nous envoyer des messages. Et d'ailleurs, il y a 10 000 questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est vrai qu'on pourrait se faire une émission un jour, une espèce de react en temps réel où on répond à vos questions Ouais, avec, c'est bien, ça. avec grand plaisir. Et envoyez-nous des messages sur les réseaux, peut-être un peu moins sur Insta en ce moment parce qu'on est vraiment saturé. Mais, et Sur puis, Twitter. voilà, c'est ça. Merci. Beaucoup de personnes Bonne au année, standard- Déborah, au possible. Beaucoup de personnes Aussi, au standard au qui passage, demandent si Jonathan est célibataire. Samir, alors, t'as moi, un message aux deux juifs et aux choses. juives? Alors, deux choses, pas que. Sur le terme pogrom, parce que vous ne m'avez pas posé la question, donc j'y réponds. Non, mais... Parce que j'ai peur de ta réponse. Non, pas du tout. Non, je rigole. Non, franchement, ce genre l'utilisation de ce genre de mots dans ce genre de contexte, moi, me pose vraiment problème, parce qu'en fait, ça éteint le débat, ça a un côté comme ça, ça crispe le truc, quoi. Ça fige le truc. Donc, du coup, moi, dès qu'il y a des gens qui utilisent ces mots-là, j'ai plutôt tendance à être méfiant, tu vois, du locuteur, quoi. Donc,
Après, bien sûr, je veux dire, personne ne peut se réjouir, ne peut être heureux de voir ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est juste humainement impossible. Mais le nommer de cette manière-là, c'est déjà travestir, parce que effectivement, on n'est pas dans un rapport symétrique entre l'État d'Israël et le peuple palestinien. Et le pogrom, voilà, historiquement, ça a une signification bien précise. Ça, c'était sur le programme. Et sur le message, si on pouvait dire, si on peut dire aux personnes qui nous écoutent, mais moi, je dirais pas seulement aux Juifs, à tout le monde, c'est le fait que, justement, que des organisations comme Tzedek existent. Je trouve que c'est vraiment une opportunité parce que, du coup, ça rend visible cette voie. Parce que moi, comme je le dis, j'ai 50 ans, j'ai plus de 50 ans. Et quand j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune et qu'il y avait déjà la question palestinienne, les conflits israélo-palestiniens, etc., qui existaient, honnêtement, moi, ça m'aurait vraiment plu d'avoir justement des interlocuteurs comme vous. Parce que voilà, d'avoir PDH et Tzedek. Voilà, parce que justement, ça permet de réfléchir ensemble, de se questionner ensemble et puis d'avoir aussi un soutien moral parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça nous affecte. Je veux dire, tout ça, ça nous affecte. Et je pense qu'au-delà de l'aspect politique, où bien sûr, sur un temps long, on espère faire avancer les causes, etc., il y a aussi dans la militance un aspect de soutien, de fraternité. Et voilà, du coup, je trouve que c'était un bon moment de fraternité ce soir. Et pour ajouter, pour nous rejoindre, n'hésitez pas à envoyer des mails, ils sont lus. Ils t'ont lu vos mails? Oui, ils sont lus. Et par contre, si on vous fait galérer, on est tous sous l'eau en ce moment, donc c'est pas contre vous. Mais du coup, si vous êtes motivés, harcelez-nous parce que justement, on est sous l'eau et si vous êtes déter, on est chaud pour vous faire des trucs, quoi. On finira par venir à un moment. Là, c'est juste qu'on a quasiment un truc quotidiennement, moins jusqu'au 10, mais ce qui est très bien, en fait, on est sollicité de partout. Des fois, on se retrouve à deux ou trois endroits au même moment pour une intervention, pour une apparition médiatique, etc. Donc tant mieux, quoi. Et Daniel, pour terminer? Un petit mot aussi, parce qu'on a eu cette discussion à un moment sur comment les Juifs étaient bien intégrés dans les pays du Maghreb, comment les Juifs, les chrétiens, les musulmans, ils étaient dans une société tout à fait multiconfessionnelle en Palestine, comment le monde klezmer, le monde ashkénaze aussi a disparu. En fait, on a vécu la destruction de tout ça, tous. Et on cherche à nous dissocier. Et heureusement qu'on a besoin de se retrouver entre juifs, là, comme tu l'as dit, un peu pour se tenir chaud dans les spécificités multiples de cet espace, mais aussi parce que face à tout ce qui a disparu et à tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, là, il faut rappeler Gaza, ils sont en train de couper l'électricité pour tuer en toute tranquillité. Enfin, on est dans des summums de l'horreur. Et donc, on a besoin de reconstruire un monde souhaitable dans lequel le judaïsme sera encore là, et avec le reste. Eh ben, merci. Mieux vraiment contre l'antisémitisme. Est-ce que vous avez été contacté par Baxit? Non. Non. Jean-Mathieu, À ton avis? voilà, si tu as envie de... Non, il y a un message qui leur a été adressé sur Twitter. En espérant qu'ils l'ont lu. Ah oui, vous l'avez déjà tagué et tout, mais je pense qu'ils l'ont lu. On va terminer. Déjà, je rappelle ce magazine, les gens, il va être vendu le 3 novembre. Le 3 novembre, c'est beau. Hein. C'est où le 3 novembre? C'est beau ou pas? On voit bien ou pas? Super beau. Donc, le 3 novembre, il va être vendu au théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis pour un événement spécial. Alors, on va jouer France Jeu. Au départ, on voulait faire l'événement sur le magazine. On avait organisé ça depuis 2 mois. Vous vous rappelez quand on cherchait une salle? Et dès qu'on a trouvé la salle, il y a eu la guerre là, qui s'est déclenchée. Et on s'est dit on ne pouvait pas faire une émission juste sur le magazine. Donc, on va faire une émission spéciale sur la guerre en Palestine avec Tzedek, avec l'AFA Paris Banlieue, avec QG, avec Samidoun. Il y a Ciné Palestine aussi qui va sûrement intervenir. Voilà, il y aura plein de l'UJFP. Il y aura plein de personnes. Donc, on se donne rendez-vous vendredi. Pour acheter le magazine. Ouais, et aussi, on loue la salle et on la loue un peu cher. Donc, il y aura un prix d'entrée libre. Voilà, même 1 euro, voilà, vous donnez, mais c'est vraiment entrée libre. Mais c'est juste pour nous aider un petit peu. Et c'est l'occasion de soutenir aussi Joli Môme qui risque de se faire expulser de ce local. Ah oui, parce qu'ils sont à... D'accord. Donc, c'est les frères aussi.
Voilà, vous avez plein de raisons de venir. Voilà, il me reste plus Espèce, que du cash. que du cash. Ouais, on n'a pas de carte bleue. Pas Je suis encore la désolé. carte à parole On n'a d'honneur. pas de carte bleue. On n'a pas de machine là. Et on se retrouvera sûrement jeudi avec Samir Inch'Allah, pour un live. Ça fait très longtemps. Bah oui. Très très longtemps. Tu m'évites ou quoi? Ouais. Oui, oui. Merci à tous, merci à l'équipe technique, merci beaucoup. On peut les applaudir. Ils ont assuré. Il y a eu plein de compliments sur la technique. On était très nombreux ce soir. Merci à tous. Franchement, ils sont pas sympas, mais ils sont bons. Ouais, moi je les aime et ils font du bon travail. On est obligé de les garder. Voilà, merci à tous. Salut, salut. Ça a permis que